Bienvenue dans Fantastique, un entretien intime avec un artiste, une personnalité unique, un parcours atypique, une histoire fantastique. Et aujourd'hui, en face de moi, un accro au micro aux nuits courtes, un passionné de radio, un épicurien. Vous l'avez forcément déjà entendu ou vu. Très heureux d'accueillir dans ce podcast Bruno Robles. Salut Bruno, bienvenue. Salut. Très heureux de t'avoir, alors particulièrement d'ailleurs, parce que tu fais partie de ces rares personnes à m'avoir donné envie de faire du micro, c'est vrai. Et aussi, tu vas rigoler sûrement, mais d'avoir eu envie de créer de la musique, parce qu'on va en parler. Mais oui, Bruno fait aussi de la musique, et il a sorti plusieurs albums. On en parlera évidemment. Alors, Bruno, la première question que je pose à tous mes invités. Si on devait écrire la première ligne de ton CV, on mettrait quoi ? Il était une fois. Non, c'est une courte ligne. C'est une courte ligne. Qu'est-ce qu'on peut... Quelle question. Qu'est-ce qu'on écrirait sur comme première phrase d'un CV ? La phrase accrocheuse. C'est super. En fait, pour tout te dire, j'ai jamais fait de CV. Ben oui, c'est vrai. J'ai jamais fait de CV de ma vie, donc je suis à peine capable de te faire un CV à part mettre une photo, te dire que je suis listé, listé, te dire que je suis né dans une petite bourgade du Val-de-Marne, que j'ai fait des études somme toute classiques. Après sur la fin, les études n'ont plus voulu de moi. Mais que te dire une phrase. Non, mais je suis pas tellement en fait. Je suis pas bon vendeur. Je pense que j'aurais fait un très mauvais CV finalement. Et pourtant, animateur, tu dois vendre. Oui, mais c'est justement, j'arrive très bien à vendre des choses, mais à me vendre, moi, c'est encore autre chose. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, tu vois ? Ok, bien vu. Et c'est souvent le cas, enfin, en tout cas, c'est mon cas. Bon, j'arrive très bien à vendre, si tu veux, mon programme, les gens qui travaillent avec moi, parce que je suis évidemment plus que convaincu de ce que je fais, ça va de soi. Mais c'est vrai que me vendre en tant que... je trouve ça assez pompeux, assez prétentieux finalement de se vendre. C'est très compliqué, je trouve. Ouais. Alors, ça peut marquer une certaine assurance de soi, c'est vrai. Mais je trouve qu'en même temps, il y a un petit côté un peu pompeux, un peu obséquieux, un peu bon. Moi, le côté moi, c'est... Voilà, je pense que c'est pas bien toi. C'est bien pour les gens qui sont en politique, par exemple. Hein. Oui. Ça, ils savent très bien le manier. Mais moi, c'est pas mon truc. Alors, t'en parlais, c'est marrant. Tu es né effectivement en 94. Tu es laïcien, c'est ça qu'on dit ? Alors, je suis né, tu m'as dit, en... Dans le 94 ? Dans le 94, oui. Non, pas en 94. J'avais compris ça. Alors là, moi, oui, si tu veux, là, je te remercie. On peut faire 3 heures, si tu veux, d'émission, tellement tu es sympathique. Oui, dans le Val-de-Marne, oui, tout c'est à ça, fait. Voilà. Oui. Donc, laïcien, comme on dit, puisque là, il est rose. Magnifique bourgade d'Île-de-France. Tout à fait, avec une très belle roseraie, d'ailleurs, sous-préfecture du Val-de-Marne, pour amener un peu de culture dans cette émission. Ça fait toujours du bien. Voilà. Et donc, tu as voulu faire de la radio très, très tôt. Oui. De ce que j'ai lu, de tes 7 ans. Oui. 7 ans, c'est très tôt quand même de se dire j'adore la radio. Donc, comment tu as découvert la radio ? Parce que j'ai découvert la radio au travers d'un film. Alors, c'est la référence, là, je pense qu'il y a tous les moins de 20 ans qui sont partis. La référence, j'avais vu un film avec Bourvil et Fernandel, ça s'appelait La cuisine au beurre. De nom, oui. Je ne l'ai jamais vu, mais de nom. Noir et blanc, évidemment. Ouais. Bon, bref. Le pitch, c'est un mec qui a monté un restaurant et qui est avec la femme d'un mec qui est parti soi-disant en Russie, qui est revenu des années plus tard. Bon, bref. Et à un moment donné, comme ce mec-là revient de nulle part, c'était Fernandel en l'occurrence, je voyais des voitures de l'époque, des voitures radioémettrices arriver, c'est-à-dire une espèce de presse, si tu veux, qui se pressait justement devant ce restaurant pour accueillir le mec, en l'occurrence le Fernandel. D'accord. Fernandel à l'époque. Bon, bref. Et je voyais ces radioémettrices avec des grandes antennes et des mecs avec des micros, des casques en train de parler en fait à des gens juste avec une voiture émettrice. Je trouvais ça tellement fascinant. Ah ouais. J'avais 7 ans et je me suis dit, mais ce métier incroyable, je ne savais pas que ça existait. J'ai découvert en fait la radio presque à ce moment-là. En tout cas, le fait de faire de la radio. Ah ouais. À ce moment-là, au travers un peu de ce film. Même si j'étais déjà un peu passionné de la radio à l'époque, mais ça m'avait carrément fasciné. Donc à 7 ans, on t'imagine un peu, voilà. Et je me rappelle, j'avais vu les casques, la première fois que je voyais des casques radio, c'était dans ce film. Et j'ai commencé à prendre des boîtes de godasses et je découpais des casques en carton tu vois, je découpais des trucs pour m'en faire des casques en fait avec un élastique et tout. Donc j'étais déjà bien farci. Ouais. Je me suis dit c'est voilà. Donc déjà dès l'âge de 7 ans, c'était un truc. Je me suis dit je veux faire ça. Enfin, il y a un truc qui me... T'as découvert la radio par le cinéma. Ouais, c'est rigolo. C'est drôle quand même. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que si tu veux, à l'époque, il y avait quand même... T'avais pas la FM, t'avais pas tout ça. T'avais quand même 5 radios grandes ondes qui se battaient en duel. On est dans les années 70. Donc, tout ça n'est pas démocratisé. Moi, j'avais
rarement vu un mec avec un casque sur les oreilles, en tout cas à la radio. Il n'y avait pas de reportage vraiment sur les studios de radio encore, tellement, c'était pas encore démocratisé. Ça n'intéressait finalement pas grand monde, même si le média était super porteur, quoi, à l'époque. Mais donc, du coup, moi, ça m'avait fasciné, ouais. Donc c'est à ce moment-là où tu t'es dit, je veux faire de la radio. Ouais, c'est un truc qui, ouais, je sais pas encore ce que je voulais faire, mais je me suis dit, je veux être dans ce métier-là, quoi. Et tu commences à enregistrer des trucs ou pas à l'époque? Alors, Toi, mon premier cadeau, ça a été quand mes parents ont vu que c'était un cas désespéré. Ils m'ont offert mon premier magnéto-cassette. Je me rappelle, c'était un magnéto-cassette, tu sais, en bandoulière avec un micro. Oui. Et donc, je vais avoir 8 ans. Ouais. Je faisais déjà un semblant de radio avec ce truc-là. Je faisais chier mes parents, aller les interviewer dans la cuisine et dans la salle de bain. T'as les cassettes encore? Oh non, penses-tu, t'imagines l'âge que j'ai, c'est mort. C'est perdu dans des déménagements. T'as déjà réécouté justement tes premiers trucs, le Bruno Robles, je sais pas, des années 80 j'étais tombé. Alors, je crois que j'ai un sac dans le garage qui traîne avec des vieilles cassettes. Je n'ai plus de lecteur cassette, parce que ce serait intéressant que j'en récupère un jour. Oui. Et je crois que ma première radio, je crois encore avoir des cassettes de mes premières interventions sur la toute première radio sur laquelle j'étais. C'était une radio qui était, je crois, à Chevilly-les-Rue, je ne vais pas dire de conneries, en région parisienne. Oui, bah, pas loin de là, il est rose. Ouais, et ça s'appelait Radio Sud 102. Me demande pas pourquoi le mec a trouvé ce nom à la con. et donc, je crois que c'était, ma première radio. Ouais. Et oui, donc ce serait marrant de réécouter ces bandes-là de l'époque. Mais en fait, il faut toujours... J'en ai racheté un en plus aussi, moi, lecteur cassette, parce qu'on démarre tous avec ça. Non, mais enfin, moi, tous, pas maintenant, mais bon, pardon. Moi, je suis le rangement par le vide, moi. C'est-à-dire, à partir du moment où ça sert plus, je veux dire. Et après, je regarde, je me dis, il y a des trucs qu'il faut garder. Bah, oui. Voilà, bon, je suis pas très conservateur, je suis pas très matérialiste non plus, alors bon, ça m'aide pas. Et ce qui est dingue d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, tout le monde veut être vu un peu. Toi, tu as quand même construit une carrière, tu as fait un peu de télé, mais quand même surtout avec la voix, à l'époque, à la radio. Est-ce que tu te dis que c'est une force pour toi, au final, ou est-ce que c'est un truc où, à l'époque, si tu avais pu faire un choix, tu aurais fait autrement, tu vois, ou tu regrettes pas du tout et tu te dis, la voix, en fait, c'est pour moi le meilleur moyen. Honnêtement, c'est ce que je dis souvent, c'est que je referais tout pareil. Voilà, vraiment. On saura peut-être rater des trucs, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que je referais tout pareil. Je me suis gâté. J'ai eu cette chance de pouvoir me gâter dans la profession, dans le métier. Moi, la radio a toujours été mon média de cœur, clairement. Je l'ai toujours dit aussi. La télé est venue, ça a été un peu une conséquence du succès radio et du morning d'énergie. Mais je referais tout pareil, oui, complètement. Mais avant tout, la radio reste mon média de cœur, quoi qu'il arrive, de toute façon. Et surtout que toi, il y a vraiment, on va en parler évidemment, mais la radio fabriquait des stars quand même à l'époque. Ouais. Tu trouves qu'il y a un changement par rapport à aujourd'hui? Oui, les stars ont migré sur les réseaux sociaux. Bah oui. Voilà, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est la FM d'il y a 40 ans, quoi. Et tous les voilà, antennes. Et t'en fais partie, enfin voilà, ou des youtubeurs, voilà, qui sont aujourd'hui, c'est la génération YouTube, Insta, enfin réseaux sociaux. En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vécu nous dans les années 80, fin 80. Vous avez vécu et vous êtes en train de vivre la même chose aujourd'hui. C'est simplement que le canal de communication a changé. Mais pour moi, vous êtes les mêmes pionniers qu'on a pu l'être, nous, à l'époque de la FM, quoi, au début. Mais surtout qu'à l'époque, tu avais quand même, comme tu le dis, moins de façon d'écouter. Si tu voulais écouter, il fallait écouter du direct. C'est sûr. Aujourd'hui, tu peux écouter en podcast. C'est sûr. Il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on peut écouter ton émission, mais d'ailleurs, je pense que vous avez des chiffres qui sont assez parlants sur les podcasts aussi. Évidemment, on est au fait de tout ce qui se passe, évidemment, et donc on est sur tous les réseaux sociaux, on est sur des podcasts, on est dans l'air du temps et on va là où le public a une attente. Mais donc selon toi, quand même, aujourd'hui, le média radio reste fort, il existe encore. Le média radio reste fort, quoi qu'on en dise, quoi que j'entende. C'est pas un truc qui va disparaître, quoi. Non, je pense que la radio va être obligée de se réinventer, mais comme plein de choses, j'ai envie de dire. Non, je pense pas que le média va mourir. C'est quand même un média qui est écouté par 39 millions d'auditeurs jour. Je connais pas beaucoup de médias qui sont autant sollicités finalement et autant consultés par jour. À toute radio confondue, j'entends, évidemment. Oui, évidemment qu'il y a une érosion de l'audience radio. On le voit bien depuis une dizaine d'années. Ça s'érode doucement, mais sûrement. Mais en même temps, je pense que la radio aura toujours sa place. Ça reste quand même un média assez facile d'accès. C'est un média qui reste direct. C'est un média qui reste au contact avec le monde extérieur, quand même, quoi qu'on en dise. Voilà. Plutôt que d'aller parfois chercher son portable, on
encore facilement dans la bagnole écouter la radio. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté accessibilité qui fait qu'à mon avis, la radio a encore quelques années. Il va falloir évidemment se réinventer. Il va falloir aujourd'hui créer véritablement du programme. C'est vrai que sur du tout musical aujourd'hui, les radios musicales dites jeunes vont avoir un sérieux problème, et elles l'ont déjà d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc ces radios-là vont être obligées de se réinventer. Après, je pense que c'est comme sur les réseaux sociaux. À partir du moment où il y a une personne clairement identifiée, un programme clairement identifié, et qu'on sait à qui on veut s'adresser, si le programme est de qualité, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, en général, ça génère forcément, à un moment donné, de l'audience quand même. Ou en tout cas, un intérêt. Ouais. Donc, non, je pense qu'il faut juste se réinventer, par contre. Ouais. Les gens sont devenus plus exigeants parce qu'ils ont plus de possibilités, plus de choix. Le téléphone, les réseaux sociaux, les plateformes, Apple Music, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, il y a pléthore de possibilités aujourd'hui pour faire son programme, pour faire ce qu'on veut, c'est vrai. Tous les podcasts aussi. Mais je pense que le direct aussi a ce côté un peu rigolo, quoi, aussi. Oui. Et c'est ce qui fait aussi, ce qui reste une force de la radio, c'est aussi ça, c'est ce côté direct. Et je pense que aussi, à l'époque, non pas à l'époque, pardon, aujourd'hui, ils viennent, l'auditeur sait ce qu'il vient chercher quand il écoute la radio. Chez toi, il sait qu'il va venir se divertir. Il va écouter une radio d'information, il sait qu'il va avoir des informations. Et donc, je trouve qu'il y a aussi ce truc, comme tu le disais très justement, la musique, il l'écoute partout. En revanche, le contenu que sur une émission comme la tienne, on peut proposer le matin, il n'est que dans ton émission. C'est le côté premium, ouais. Voilà, c'est le côté. Il faut aujourd'hui, je pense, en radio proposer. Moi aussi, je suis fan de radio, évidemment. J'adore ça. J'en écoute plutôt dans la voiture, je te l'accorde, qu'à la maison. C'est un média de bagnole. Hein, exactement. Mais je trouve que aujourd'hui, quand même, dans des équipes, alors notamment de morning, mais il y a aussi des after school qui existent, des émissions d'après-midi. C'est des contenus que tu ne trouves nulle part ailleurs. Et donc, c'est ce qu'il faut que la radio continue, à mon sens, à proposer, plutôt que, effectivement, comme tu le disais, une simple programmation musicale que Spotify va aussi te proposer aujourd'hui. Donc, c'est en ce sens où la radio va exister encore tant qu'il y aura des gens qui écrivent, qui font rire, qui informent. Oui. Et donc, c'est pour ça, c'est la force aussi, tu vois, de France Inter. Tu es sur une émission d'infos, oui. Tu veux connaître les infos tout de suite, tu n'as pas envie de te faire chier, aller chercher sur 1000 réseaux, savoir ce qui s'est passé dans le monde. Tu vas direct sur les radios d'infos. Voilà, oui, donc je pense que non, il y a et c'est la raison pour laquelle il faut aussi mettre une limite, et c'est ce que moi j'ai dit, il faut mettre une limite entre les réseaux sociaux et la radio. Et oui. C'est important parce que les réseaux sociaux ont tendance à cannibaliser tous les programmes frais qu'on peut faire tous les matins. À un moment donné, il n'y a plus d'intérêt pour un auditeur d'aller chercher le programme premium s'il l'a 2 secondes plus tard sur Facebook, Insta ou YouTube, quoi. Donc il faut garder aussi ce côté premium, et c'est pour ça que les radios ont intérêt aussi à faire attention à pas basculer trop sur les réseaux sociaux, parce qu'après, il n'y aura plus d'intérêt à aller écouter le programme premium. Mais tu t'es jamais dit, toi, par exemple, je vais faire une émission que sur le digital, non, mais full Internet. Non, mais mais pourquoi pas? Parce qu'une fois de plus, je suis pas de cette génération biberonnée à l'Internet et à YouTube. Mais voilà, mais je suis de la vieille école, quoi. Tu vois, je suis plutôt sur la FM, quoi. C'est pas une vieille école, je trouve. Hein. Non, c'est encore. T'as le DAB qui est arrivé, c'est tout. Oui, Au final, elle est encore là, comme tu disais. Et il y a presque la moitié de la population, même plus d'ailleurs, qui écoute du coup la radio tous les jours. Ouais. Donc c'est quand même, c'est vachement bien ce chiffre que t'as donné, parce que ça montre que ça existe encore. C'est très important. Certes, ça s'adresse certainement à une tranche d'âge un peu plus mature, mais en tout cas, ça existe encore. Bon, alors. Toi, on n'est pas trop sérieux, ça va. Non, ça va. Pas trop chiant, les chiffres. Non, on adore. On être chez Apostrophe. Est-ce que tu me dis si c'est chiant, tu me le dis. C'est pas chiant, rien n'est chiant, t'inquiète pas. De toute façon, je coupe si c'est chiant. Voilà, très bien. Voilà. Je suis très bon au montage. Alors, tu fais de la matinale radio, toi, depuis très longtemps. Oui, trop. Tu vois, en fait, j'ai 29 ans. Oui, mais ça, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Est-ce que c'est un métier, et là, il faudrait que tu sois honnête, pour le coup. Est-ce que c'est un métier qui fatigue physiquement et mentalement? Non. Non, alors je vais pas te dire qu'il n'y a pas des coups de mou, je peux pas te dire qu'on est dans une forme olympique sans arrêt, c'est pas vrai. Quand tu traverses un tunnel de octobre jusqu'à janvier, où tu te lèves, il fait nuit, tu te couches, il fait nuit, tu vois, bon, bref. Je pense que c'est valable dans d'autres métiers aussi, du reste. Hein. Mais non, physiquement, non. Je pense qu'effectivement, quand tu fais la matinale, il faut que tu sois un peu un athlète qui se prépare aux Jeux Olympiques un peu chaque matin. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas pas te dézinguer la tête avec des potes en soirée jusqu'à pas d'heure. C'est sûr que parfois tu fais un peu attention à ce que tu bouffes, parce que sinon tu vas passer une mauvaise nuit et que la nuit est courte. Donc voilà, tu es obligé de rentrer dans un espèce de
un cycle, en tout cas pendant la semaine. Après, tu peux te déglinguer le week-end si tu veux, mais je veux dire, en tout cas, sur la semaine, tu essaies de faire attention parce que moi, je le vois. Hein, si j'ai mal dormi, s'il y a 1 heure en moins, si j'ai bouffé un peu trop loin la veille, si je me suis pris 2 verres au lieu de 3 ou 3 au lieu de 2, enfin, tu vois ce que je veux dire, je sens tout de suite le matin, l'esprit est moins vif, le cerveau est moins en action, je vais patauger dans la semoule, je vais dire une connerie, je vais savonner, ou alors je vais oublier le truc que je devais faire avant, 2 secondes avant, enfin, tu vois. Et c'est chiant, en fait. C'est chiant parce que tu te mets dans une situation, dans une position où tu te tires une balle dans le pied tout seul et tu te dis, oh putain. Ah, tu regrettes. Et tu regrettes, tu te dis, ouais, donc tu t'en veux. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours essayé d'avoir un peu cette hygiène de vie. Alors en même temps, quand tu avances un peu dans l'âge, tu vois que ton corps a moins envie. Hein, donc bon, tu fais 2 fois plus gaffe. Ouais. Bon, c'est vrai qu'autant à une certaine époque, je pouvais passer des nuits blanches et arriver à l'antenne avec 2 grammes. Mais là, si tu veux, bon, je fais quand même plus attention. Après, non, physiquement, voilà, c'est juste ça. C'est avoir une espèce d'hygiène, un peu une hygiène de vie en tout cas, et de se dire, bon là, j'arrête. Là, je me mets au vert, je me repose un peu, machin. Et mentalement, non, t'as comme tous ces métiers-là, t'as une pression sur l'audience, une pression sur les chiffres. Tous les 3 mois, la régie, à la différence de la télé qui une tous régie, les jours. Voilà, une pression de part de marché, de chiffres et de machin. Et t'as toujours quelqu'un au-dessus qui sait mieux que toi. Ou, voilà, bon... Faut faire avec tout ça, faut composer avec tout ça, mais j'ai envie de te dire, c'est comme n'importe quelle entreprise lambda aussi, c'est pareil. Partie du job, bon, ça fait partie du job. Moi, j'ai pas ressenti une fatigue. Alors, la fatigue physique, moi, je l'ai ressentie quand j'étais sur TF1, où j'enchaînais. Où là, j'ai eu une période vraiment à l'époque où j'étais à Énergie, où c'était trop. C'est-à-dire que je faisais trop. Je faisais la radio, je faisais les disques, je faisais les galas, je faisais la télé, je faisais les primes, je faisais ceci, cela. J'étais rincé. Et là, je démarrais. Enfin, tu vois, c'est du 6h, 9h. Plus j'écrivais l'émission du lendemain, où il fallait vraiment fournir. Enfin, le Festival Orbès, c'était une émission vraiment où on fournissait, on n'était que 2 à écrire. Enfin, c'était une autre... voilà. Donc là, oui. Là, je t'avoue que physiquement, j'étais... pas moralement, parce que j'ai toujours la niaque et le peps pour faire ça. Mais physiquement, là, j'étais fatigué. Il y a un moment où tu t'es dit, là, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter Ou t'es jamais arrivé jusque-là? Non, parce que les événements et des gens ont choisi pour moi d'arrêter l'émission. Donc j'ai pas. Et bizarrement, c'est arrivé à un moment donné où j'étais où le Festival Robles, ça faisait moins de 10 ans, bref. 8 ans, oui, je crois. Ouais, et je commençais à être fatigué. Et à ce moment-là, le contrat n'a pas été renouvelé. Il y a eu changement de direction. Et puis tu sais ce que c'est quand tu as un nouveau directeur, il veut pisser aux 4 coins pour qu'il est chef. Bon, bref. Donc je me suis du coup et j'étais tellement rincé, fatigué en fait, mais physiquement. Parce que j'avais vraiment bourlingué. J'avais des journées de 15 heures avec des temps de sommeil de 4 heures. Vraiment, j'étais maquillé à la truelle, je me rappelle, sur les plateaux, tellement ça ne ressemblait à rien. Et je me suis dit, là, finalement, c'est peut-être le moment d'arrêter. Et j'étais parti pour faire une année sabbatique, en fait. Vraiment, hein. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est bon, j'arrête. J'ai pris un peu d'oseille, machin. Je pose un peu. Je sais pas où je vais aller, je vais prendre un sac à dos, je vais me tirer quelque part. Mais vraiment. Ça, c'était au mois de juillet. Et au mois de septembre, évidemment, Endemol m'appelle. Bruno, qu'est-ce que tu fais? On a un nouveau jeu, tu veux pas faire un casting? Oh, putain. Et tu aurais pu dire non, hein? Ben, j'aurais pu dire non. Et bizarrement, j'ai dit, bon, allez. En fait, je sais pourquoi je l'ai fait, parce que c'était un pote que je connaissais qui était au casting. Et qui m'a un peu dit, allez, viens. Bon. T'as tes chances, quoi. Ouais, il me dit, viens, vraiment, ça serait top si tu pouvais faire le truc. Donc, j'ai fait le casting, machin. C'était de la Call TV, la Low Quiz. Et puis, c'est reparti. Et puis l'ancien directeur d'énergie qui est passé à RFM dans le groupe Lagardère qui me dit « Putain, j'ai besoin de toi, tu veux pas me faire le drive, je suis emmerdé. Hein ?» Et puis voilà, quoi. Et puis du coup, l'année sabbatique, elle est passée là. Je suis reparti dans le truc. Le boulot m'a rattrapé, quoi. Sérieux. Et alors, donc oui, c'est vrai, on a vraiment avancé. On a fait toute la carrière de Bruno Robles. Je parle beaucoup, hein, pour m'arrêter. Non, je voulais te demander, puisqu'on parlait de effectivement faire le morning, c'est un rythme. C'est quoi ta routine justement la semaine? 22 heures au lit. Ouais. Extinction du signal. Donc tu dînes tôt? Ouais, j'essaye de dîner. Alors je bouffe à l'anglaise si je peux, c'est-à-dire 18h30. Ouais. Déjà pour pas dormir sur la digestion, sûr, sinon je vais me rajouter les kilos qui sont déjà en trop. Et puis pour espérer dormir quand même mieux sur la digestion. Et 22h c'est bien, ça me laisse un laps de temps pour pouvoir faire 7 heures de sommeil à peu près. Mais t'arrives 22h, tu te mets au lit, t'arrives à... Et tu sais, le corps s'habitue à tout. Oui. Je vais te dire, depuis les années, moi, à 22h, je tombe. C'est-à-dire à tel point d'ailleurs que les week-ends, quand t'es en décalé et que tu te fais des sorties où tu vas bouffer chez les uns, chez les autres, et t'as 22h, t'es comme ça en train de tomber dans l'assiette, tu fais waouh.
Ah oui. Bah oui, ton corps il est habitué. Donc, ouais. voilà. Et après, tu as passé un laps de temps, passé 1 heure, à 23h30, tu vois, hop, pof, tu as un espèce de regain d'énergie. Ah Et oui. tu peux Et tu tenir repars. et tu repars. Mais je sais que là, cette fourchette-là de 22 jusqu'à 23, 23h30, elle est mortelle. C'est-à-dire, je peux me mettre sur un canapé, dormir alors que tout le monde braille autour. Hein, Bah si oui, tu veux. forcément, ouais. Mais après, je peux repartir, ouais. Et tu fais une sieste l'après-midi Non. Non. Je faisais avant, je fais plus. Ok. Je fais plus. Petite sieste de 20 minutes, non, c'est pas les Alors, trucs qui te. quand vraiment je suis décalqué, oui. Ouais. Mais sinon, non. En général, non. Et le matin, tu te lèves à quelle heure? Ça dépend, mais en général, c'est aux alentours de 5 heures. Ok. Voilà. On démarre à 6 heures. Donc. Oui, donc au final, une journée, entre guillemets, juste un tout petit peu décalée, mais au final, c'est pas. Oui, c'est une journée un peu décalée, oui. Après, on a toujours 2-3 choses à écrire pour préparer l'émission le lendemain. Donc. Vous essayez quand même de préparer pas mal la veille pour pouvoir. On prépare être exclusivement tranquille. la veille parce que comme c'est pas mal axé sur l'actualité, il suffit qu'il y ait un événement Eh oui. majeur. On essaie quand même de coller au maximum à l'actualité, ce que font d'ailleurs tous les chroniqueurs de l'émission. Et donc c'est pour ça qu'on est un peu obligé de faire un peu au cul du camion, un peu la veille pour le lendemain, quoi. Ok. Oui, puis s'il y a un truc qui tombe, tu réécris en live aussi. Ouais. C'est ça. Alors donc, Bono, toi t'as commencé sur Skyrock rapidement, ensuite t'es arrivé sur Énergie. Alors j'ai fait Énergie pour refaire mon CV, j'ai fait Énergie Montpellier. Ouais, c'est ça. Montpellier, Énergie Nice, et après je suis arrivé à Skyrock, ouais. À Paris. Ouais. Et donc t'as fait quoi, 2-3 ans sur Skyrock? 6. 6 Ouais. Ouais, le double. 6, ouais. C'était Skyrock, c'est à l'époque où Skyrock venait d'arriver. Il y avait qu'une fréquence à Paris et une fréquence à Lyon. Ils diffusaient du rock à l'époque? Alors pas du tout, ils diffusaient, c'était un format top 40 comme Énergie. Ok, donc ouais. Voilà, rien à voir avec le Skyrock de maintenant. Ouais. Et moi, j'avais la possibilité, quand j'étais remonté sur Paris, soit d'intégrer Énergie Paris, Patio, ils avaient installé du satellite déjà à l'époque, ou soit démarrer sur cette radio de fou que j'écoutais chez un pote à Boulogne-Billancourt lors d'une soirée. Il me dit, putain, une nouvelle radio qui vient d'arriver, ça s'appelle Skyrock. Vous pouvez pas écouter la radio ailleurs que dans la zone de fréquence. Ouais, oui. Faut dire aussi. Bah oui. Et donc, j'écoutais Skyrock, machin, je trouvais l'habillage incroyable, je trouvais qu'il y avait un ton frais dans le truc. Je veux aller là-bas. Je suis parti, j'avais le choix entre les deux radios. Mais parce que les mecs, ils te connaissaient pas. Ils savaient pas qui était du Bruno tout. Robles. Non, mais j'ai passé un des casting, castings. j'ai fait ma maquette en pleine nuit à Skyrock. Enfin, voilà, quoi, pour démarrer. C'était rigolo. Mais là, c'était le début. Hein. Et comment t'arrives à Énergie, du coup? Parce que donc, en 94, l'année de naissance de Justin Bieber, quand même, tu crées avec Pascal Gigot le Festival Robles. Ouais. Alors, comment t'as rencontré Pascal et comment vous avez eu l'idée de monter cette émission? Alors, Pascal, je le connais, c'est un pote d'enfance, on se connaît depuis des décennies, on était dans la même école ensemble, on faisait les cons dans les studios de radio. À l'époque, on avait réussi à décrocher les stages à Europe 1. On allait faire les cons dans les studios de radio de la rue François 1er. On sortait les 33 tours de Yves Bigot qui faisait une émission le soir, très tard sur Europe 1. Bon, bref. Moi, j'ai réussi à rentrer comme stagiaire aussi pour le journal de 7 heures de France Inter à l'époque, où j'allais avec mon CQS et ma mobilette, maison de la radio. J'étais responsable de tous les sons qui étaient diffusés dans le journal de 7 heures. Ah oui, pas mal. Ouais, c'était pas mal, j'étais assez fier de moi. Ouais. Et voilà, donc avec Pascal, on faisait les parodies de chansons, on faisait les cons, tout ça, machin. Nos chemins se sont séparés à un moment donné où ça commençait à être sérieux pour la radio. Lui, il est parti un peu en Vendée, je crois. Il a fait un peu RMC dans le sud à l'époque où il y avait RMC à Monaco. Moi, j'ai fait Sky. Voilà. Lui, après, il a fait Nostalgie. J'ai fait... Voilà, on s'est vraiment... Voilà, on s'envoyait 2-3 messages dans l'année, mais on ne s'était pas tellement perdu de vue. Et donc, je rentre à Énergie. Je suis rentré à Énergie parce que, ça va être compliqué, le directeur d'antenne de Fun, à l'époque, que je connaissais bien, bouge de Fun et est engagé à Énergie. Et un jour, il m'appelle et il me dit, maintenant, si tu veux arrêter de faire de la CB, viens faire de la grande radio. Enfin, tu vois, genre, et je lui ai dit, ok, je viens, mais moi, je faisais déjà la matinale sur Skyrock, j'avais développé Les Zigotos, c'était une émission un peu barrée, les prémices, en fait, du morning de ce qu'allait être finalement le festival. Ok. J'avais fait ça pendant 3 ans. J'ai dit, ok, mais moi, je vais faire la matinale. Je viens pas. Et donc, Ah oui, t'as posé tes conditions. Ouais, j'avais posé mes conditions. Grande gueule. Et du coup, il me dit, ok, j'arrive, je fais la matinale sur Énergie. Tout seul? Alors, tout seul. Enfin, j'avais une pseudo-équipe, j'avais un réalisateur, j'avais une petite meuf avec moi, bon, mais c'était team. Il faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de morning, on était sur un truc assez flat, la musique en avant, de l'horoscope, de la météo, et puis un flash info à la demi, tu vois. Bon, c'est vrai. C'est pas aussi incarné qu'aujourd'hui. Donc moi, j'arrive un peu là-dedans comme un chien dans un jeu de quiche. Je dis, on va tout changer.
mal m'en a pris, puisque les 2 premiers sondages ont été une catastrophe industrielle. Ouais. Je me suis vautré, mais d'une force colossale, à tel point que les dirigeants de la radio voulaient me voir écartelé sur la place publique. Ah oui, à ce point-là. De l'audience, ouais, vraiment. Enfin, si tu venais d'arriver, il fallait le laisser Oui, le non, temps mais je pense aussi. que j'étais parti un peu trop... un peu trop de prétention, je pense. Je sortais de Sky et j'ai un peu transposé, si tu veux. Bon, là, je me suis pas... T'es arrivé très à l'aise. Ouais, trop. Et j'ai pas vu que c'était pas le même public. Donc, du coup, j'ai rectifié ma copie. Je vais te faire court. J'ai rectifié ma copie. Un nouveau directeur d'antenne a été mis en place. L'ancien qui m'avait fait rentrer, évidemment, au vu des résultats dégueulasses, doit m'en vouloir encore aujourd'hui. S'est fait lourder. Ouais. Et le nouveau a réussi à me vendre. C'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai réussi à me vendre. C'est ce que j'allais dire. C'est la seule fois. Oui, parce que j'étais persuadé que, si tu veux, celui qui allait prendre cette place-là allait se faire une tour d'ivoire. Je savais pertinemment que le tournant que devait prendre Énergie, qui est la radio leader, tu vois, depuis des décennies, c'était à elle à innover. C'est comme ça que je lui ai vendu. Je dis, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller vers ça. Voilà, il faut sortir du tout musical. Il faut amener un contenu déjà à l'époque. Donc, bon, ça avait eu écho apparemment. Et il m'avait dit, moi, je vous laisse un sondage. Si vous ne redressez pas la barre sur un sondage, je vous dégage Manu Militari. Je lui ai dit, écoutez, on s'était tapé dans la main. Je lui ai dit, pas de problème, moi, vous me donnez ma dernière feuille de paye et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. J'ai jamais autant bossé de ma vie, t'imagines? Ah oui. Ben oui, parce que je me dis, tu sais, ce sentiment d'avoir le pied dans la porte, tu dis, c'est là, c'est maintenant. Si ça joue pas là, tu sais, tu mets tout sur le rouge, tu dis, s'il sort pas, t'es marron. Et ben, j'ai eu la même pression. Là, j'étais tout seul à écrire. J'ai tout fait tout seul, tout. J'avais un pote qui était en production, qui faisait des jingles et des machins. J'étais tout seul. Et Pascal en catimini, qui était à lui à Nostalgie. J'ai dit à Pascal, putain, Pascal, tu te rappelles l'époque où on faisait des parodies de chansons? Viens, ça va agrémenter le programme. On va faire des parodies de chansons. Donc, en catimini, lui, il n'avait absolument pas le droit, parce que c'était pas du tout dans le groupe Énergie à l'époque. Ah oui. Et oui. Et c'était pas du tout encore... Énergie n'avait pas racheté le... Nostalgie. Bref. Donc, il venait en catimini, avenue d'Iéna, ancien studio d'Énergie. On enregistrait des parodies de chansons. En loose day, quoi, je le faisais rentrer. Avec sa voix. Avec sa voix, oui, on passait les parodies de chansons, donc ça a démarré comme ça. Et après, l'année d'après... Mais ça s'appelait pas le Festival Robles, si? Dès le départ? Ça s'est appelé le Festival Robles dès le départ, ouais. Ok. Ouais. Oui, ça s'est appelé... Je me suis dit, il faut que je marque de mon empreinte l'émission. Donc, il faut que je trouve un nom pour cette émission. Et donc, voilà. T'as mis le tien, du coup. Bah oui, tant qu'à faire, évidemment. Si on sait jamais, peut-être marquer le monde radio, juste, tu vois, sur cette partie-là, voilà, autant qu'on s'en souvienne un peu. C'est toi qui as trouvé le nom. Ouais, tu carrément. te dis, tiens, festival. Je ça comme ça, Festival Robles, c'est le côté festif, côté rigolo, côté déconne. Enfin, je trouvais qu'il y avait tout dans le nom, quoi. Et donc, Pascal est venu me rejoindre en année 2. Oui. T'as réussi à l'attraper. Dire, alors, allez, maintenant, coup de bol que les sondages sont inversés, évidemment, au mois d'avril. Hein, sinon, je n'aurais pas été là. Bon, et puis c'est une histoire qui a duré, hein, forcément. Ouais. Puis, on a cartonné, quoi. On peut dire le mot. Je suis assez fier de le dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est vrai. C'était une émission qui a marqué pas mal de monde, qui restera unique. Je pense. J'ai jamais réentendu ce genre. Après, il y a eu. Il y a eu le 6-9, oui. Après, il y a eu après le 6-9 qui ont repris. Bruno, Manu. Ils ont un peu des parodies aussi, ouais. Ils ont repris en fait toute la quintessence et toute la bonne recette, la bonne formule. Le modus operandi. Ouais, bien sûr. Ils ont fait perdurer un peu le Festival Robles finalement à leur sauce. Ouais, c'est ça. Donc ça. Mais vous étiez les premiers à faire ça sur une antenne le matin avec des parodies, etc. Il y en avait toutes les semaines. Ça dépendait suivant l'inspiration. C'était aussi... Ah non, c'était pas en fonction de l'actu, si? Pas toujours. Non. C'était en général, ce qu'on faisait avec Pascal, c'est qu'on prenait les 3 premiers du top 50, puisqu'on était encore sur les classements de musique. À l'époque où ça vendait du CD, et ainsi de suite, il faut se remettre dans l'époque. On se démerdait en règle générale pour prendre dans les 5 premiers du top 50 un titre qui nous inspirait pour pouvoir faire une parodie. Mais on essayait d'en faire une les 15 jours, si on pouvait. Une par mois, sinon on préférait créer l'événement plutôt que de faire l'industrialiser, si tu veux, les parodies de chansons. Je trouve que ce serait perdu. Et il y a les artistes des titres originaux qui, des fois, vous ont fait des retours sur les parodies. On a eu une fois... Alors, ce qu'on faisait pour éviter de se faire pincer, c'est qu'on refaisait... Les instrumentaux. On refaisait la bande d'origine. On la rejouait. Ouais. Dans un studio et tout, c'est que ça rigolait pas. Oui, parce que tu pouvais pas utiliser la bande master du titre original. Non, tu peux pas utiliser la bande master parce qu'elle appartient au producteur et le producteur peut se retourner. On l'a fait une fois, c'était sur Edwin Collins, une chanson qui s'appelle A Girl Like You, qu'on avait transformé avec J'habite une maison dans le Périgord. Oui, j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que je suis du Périgord, j'aime beaucoup cette parodie.
Et ben justement, on avait pris la bande master d'origine. Ah, c'était original, ok. Et on s'était fait un retour de kick par la. Bonjour, vous nous devez l'argent. Voilà, vous nous devez plein d'oseille. Donc du coup, voilà, heureusement qu'on était. À l'époque, on avait signé avec une maison de disques, donc ils se sont chargés de ça. Mais c'est vrai que ça aurait pu nous coûter cher. Oui, non, enfin, tu sais ce que je voulais te dire, c'était est-ce que tu avais vraiment. Bon, tu as fait par exemple, je sais pas. La Caravane, la parodie de la Macarena, etc. Est-ce qu'il y a des artistes qui peut-être étaient en playlist à l'époque sur Énergie ont entendu la version et se sont dit soit qu'est-ce que c'est que ça, ou alors les gars c'est énorme. J'ai une anecdote à ce sujet assez rigolote. On avait fait sur Khaled qui avait sorti Aïcha, tu sais cette chanson, une chanson composée par Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est vrai, j'avais perdu l'info, mais ouais. Et donc un jour on fait évidemment une parodie là-dessus sur un mec qui a la grippe, Aïcha, qui éternue sans arrêt. En vrai. Et j'envoie le disque, sachant que c'était Jean-Jacques Goldman qui avait composé la chanson, j'envoie le CD gravé à Robert Goldman, son frère, qui s'occupe qui s'occupe des affaires de Jean-Jacques. Bon. Et je lui envoie en lui disant, ça vous dérange pas, comme on l'avait eu, on a vu quand même un petit coup de kick avec Edwin Coney, j'ai dit, quand même, je lui dis, Pascal, je dois un peu demander aux artistes. Parce que... Et j'avais envoyé le CD au frère de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Bon, pas de retour, machin. Bon, on savait pas trop s'il fallait le diffuser. Je dis merde, pas de retour. J'essaie d'avoir des infos. J'ai effectivement les infos. Il a trouvé ça super drôle et il l'avait fait écouter à Jean-Jacques Goldman. Ouais. Il avait trouvé ça super drôle. Et donc j'ai dit ça vous embête si on le sort en CD pour le coup le morceau machin. Il dit non pas de problème. Vous êtes adoubé par Jean-Jacques. Il est super. Il trouve ça super rigolo. Allez-y machin tout ça. Donc comme ça on a eu. Pour l'anecdote, on a eu Jean-Jacques Goldman qui nous a donné son aval, entre guillemets, en tout cas qui nous a adoubé sur ce truc-là. Quoi. Oui, ce qu'il faut dire, c'est vrai, c'est bien que tu en parles aussi, c'est que tu as le droit, à partir du moment où tu rejoues, de faire ce qu'on appelle un cover ou une parodie d'un titre. La loi est assez floue. En France, tu peux faire une parodie. Ouais, tout à fait. À partir du moment où tu ne dénigres pas l'auteur, tu dénigres pas tu mets pas les trucs. C'était jamais le cas d'ailleurs dans vos parodies. Tu parlais d'un sujet. Ouais, nous, c'était festif, c'était de la gaudriole et c'est ce que les gens. Moi, ce que je voulais, c'était que cette émission soit une émission familiale. Parce qu'on avait énormément de gosses qui nous écoutaient le matin en allant à l'école, dans la bagnole des parents et tout. Donc nous, on voulait. C'était vraiment notre ligne éditoriale, ça a toujours été celle-là, c'est-à-dire les familles, du jeu de mots, de la gaudriole, des trucs légers, pas de politique, des trucs potaches, quoi. Ouais. Vraiment qui s'adressent au maximum. Comme Énergie, vraiment une radio familiale. À ce moment-là, était vraiment une radio familiale. Une tranche d'âge qui était 49 ans, j'ai envie de dire. Ouais, c'est énorme. Il fallait pouvoir s'adresser à tout le monde. Donc non, on faisait gaffe à ça, ouais. Et tu parlais du top 50. Alors, c'est drôle parce que vous regardiez ceux qui étaient premiers, mais à un moment, vous vous êtes retrouvé quand même deuxième du top 50 avec la parodie de la Macarena, la Caravane. C'est quand même énorme. C'était assez drôle. Je me rappelle, j'étais en Martinique. Il y avait une baraque avec une piscine, on aurait dit un homme d'affaires. J'avais un téléphone, c'était les anciens Nokia. Avec l'antenne. J'étais dans la piscine avec le Nokia et j'avais les retours du classement du top 50. Enfin, la maison dit c'était n'importe quoi. Mais oui, deuxième, devant Céline Dion, Michael Jackson et les Rolling Stones, quoi. Non, mais c'est-à-dire que vous vendiez des disques. Tu t'es retrouvé à un moment vendeur de disques. Mais moi, j'ai des doubles albums d'or à la maison qui sont dans les toilettes et des singles d'argent et des choses comme ça, ouais. Non, mais c'est c'est pareil aussi. Tu sais, c'est pas le genre de truc que tu prévois. Je pense qu'un tube, tu le prévois pas. Un succès au cinéma, tu le prévois pas. Et puis de faire une carrière au cinéma ou être chanteur. Tu vois ce que je veux dire? Tu prévois pas d'être Céline Dion, tu prévois pas d'être. Tu vois ce que je veux dire? Donc. On n'avait pas prévu de vendre des disques et de se retrouver à faire des plateaux télé, à avoir des danseuses, à se faire des chorégraphies, à avoir quelqu'un qui nous coach. Il y a toute une industrie qui s'est mise en place, si tu veux. On s'est retrouvés, on était les premiers surpris, quoi. 1 million d'exemplaires. Ouais. Non mais physique. Oui. Physique, c'est physique. 1 million d'albums de mains qui ont pris. Je me rappelle, j'allais faire les l'album. Courses. J'allais faire les courses des fois dans les supermarchés. Je me voyais en tête de gondole. C'était assez rigolo. Alors, il y avait d'ailleurs très peu vos photos. Si, on prenait un malin plaisir à faire le livret à l'intérieur de l'album. Je me rappelle. Ouais. On s'était pris la tête avec Pascal à faire le livret parce qu'on s'est dit, voilà, les gens qui vont prendre le CD, il y a le côté son, mais il y a aussi le côté visuel. Donc, on avait tout un tas de conneries qui étaient dans le petit, tu sais, le petit livret que tu avais dans les CD. Ouais. Donc, ça, c'était assez... on avait pris un malin plaisir à faire ça aussi, ouais. Oui, mais ce que je veux, moi, en tout cas, il y a un album qui avait marqué, on avait un cochon comme emblème. Le port vous salue, oui, voilà. On avait un cochon, c'était l'emblème de l'émission parce qu'un des personnages de Pascal, c'était une vieille dame, il se faisait passer pour une vieille dame qui était la concierge de la rue Boileau et qui disait toujours son expression, c'était toujours pas mon cochon. Ah oui, donc oui, on s'est dit, vrai, voilà, on va prendre le cochon comme emblème. Et
Quand on avait mis Festival Hors Blaise, Maman Cochon, qui était le premier album. Ouais, exactement. Est-ce que tu sais combien de parodies vous avez écrites au total? J'ai pas compté, hein, mais. Je sais pas, honnêtement. Non, tu sais pas? Non, je sais pas. Je sais qu'on en a. Une centaine? On a gratté. Non, peut-être pas, mais je sais pas, honnêtement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas marché, il y en a qu'on n'a même pas sorti, il y en a qu'on n'a même pas diffusé parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas bonnes. Ah oui, t'as des trucs que t'as acheté direct. Ouais, il y a des trucs qu'on a mis au panier. Après enregistrement, après ça te fait chier à l'écriture, l'enregistrement, les machins, le mixage et tout. Les trucs. Donc je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais les parodies de chansons, on les écrivait sur des nappes de restaurant avec Pascal. À deux? Ouais. Vous aviez une équipe d'auteurs ou non? Vous étiez tous les deux? On a tout écrit à deux avec Pascal. Ah ouais? Pendant toutes ces années, on n'avait pas d'auteur. On a eu des auteurs sur la fin, je me rappelle, sur les 2 dernières années, où j'ai dit à Pascal, on commençait à tourner en rond, je dis à Pascal, écoute, il n'y a plus que nous que ça fait rire, là, il faut qu'on... Alors que l'émission cartonnait, hein, mais je lui dis, il faut qu'on anticipe ce coup-là, parce que si on est trop tard, on va se faire... À un moment donné, il va y avoir une rupture de l'audience. Donc je dis, il faut qu'on anticipe l'année de trop, entre guillemets, tu sais. La fraîcheur. Ouais, j'ai dit il faut qu'on fasse rentrer des nouveaux auteurs. J'ai dit depuis toutes ces années tout seul. J'ai dit écoute, il faut qu'on ait du sang neuf. J'ai dit qu'est-ce qui se passe dehors, la nouvelle génération, c'est quoi, qu'est-ce qui les intéresse. Enfin tu vois, il fallait quand même qu'on reste dans le coup quoi. Parce que t'es vite qualifié de ringard, tu sais ce que c'est. Bon, c'est toujours cette problématique là. Ouais. À un moment donné, t'es toujours le ringard de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Tu vois, donc, bon. Et donc je lui dis viens, on va voir, on va commencer à faire des tournées dans les cafés-théâtres et voir un peu tout le monde. Donc on avait engagé un gars, Sébastien, et qui faisait tous les cafés-théâtres de Paris pour aller dénicher des mecs qui démarraient, des mecs qui avaient de la plume et tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Jérôme Commandeur qui a démarré à la maison, et puis d'autres, je me souviens même plus. Mais Jérôme, après, était à l'antenne et il faisait quelques personnages. Très bon, Jérôme. Voilà. Ouais. Très bon camarade, Jérôme. Donc voilà, et on était... on avait ce sang frais sur les 2 dernières années. Ouais. Mais sinon, c'était que tous les deux, quoi. Et les 3/4 de l'existence de cette émission, c'était nous deux. Ouais. Et aujourd'hui, moi, j'entends plus, ça n'existe plus, les parodies comme ça. Non, c'était une époque. Bon, y en a un peu, je pense. Si, les réseaux sociaux en font pas mal. Oui, c'est vrai. C'est plutôt rigolo. C'est vrai que ça, c'est vachement fait. Et ça, c'est vachement bien. Ouais. Et je trouve ça, en plus, ils sont très réactifs avec les outils de maintenant. Nous, on n'avait pas tous ces outils-là. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, nous, on était à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il fallait. C'était de la bande 1/4 de pouce, t'es dans un studio. Enfin, tu vois, ça demande tout de suite une logistique plus lourde pour enregistrer un truc, pour réagir sur une chanson, pour réagir sur un truc. Que maintenant, avec un iPhone, tu fais une parodie de chanson, quoi. Dans l'absolu. Avec l'IA, en plus, on a passé un gap, quoi, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Et les mecs réagissent. Et après, néanmoins, tu peux avoir tous les outils. Si t'as pas l'idée, si t'as pas la vanne, ça reste merdique, hein. Oui. Même que tu peux avoir tous les outils de la terre. Hein. Bon. Mais ouais, ça c'est... Les parodies existent encore. Elles existent. C'est un exercice de style qui existera toujours, je pense. Est-ce que tu te rappelles des chiffres d'audience à l'époque, que le nombre de personnes qui vous écoutaient le matin, pour comparer par rapport à aujourd'hui, voir si vraiment il y a une différence de... Écoute, la radio faisait 9,8 en médiamétrie. Alors, pour donner une idée... Alors à l'époque, RTL était à 18 points. Hein, j'essaie de te donner un ordre d'idée. Nous, on était à 9,8. Europe 1 était à 14 points. Ça, on est dans les années 90. Hein. Ouais. Et nous, écoute, on est passé... moi, je grattais des quarts d'heure sur des radios dites d'info. C'est comme si aujourd'hui, je grattais un quart d'heure à France Inter. Quoi. C'est-à-dire que pendant un quart d'heure, je suis plus écouté que France Inter, tu vois, qui est la radio leader en ce moment. Pour te donner la force de frappe, on avait pris un quart d'heure à Europe 1 à l'époque qui était derrière RTL, avec 14 points médiamétriques, ce qui était énorme. Hein. Ouais. Pour l'époque, c'était beaucoup. Et nous, on avait, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, on avait sur 3 heures, on générait entre 3,5 et 4 millions d'auditeurs sur 3 heures. Ouais. Énorme. Oui, c'est énorme. Pour l'époque, c'était matin. Incroyable. C'était incroyable. C'était un bulldozer. C'est bien simple, le second, la radio concurrente derrière nous faisait 2 fois moins d'audience. Ah oui. Et ils étaient numéro 2. Pour te montrer le gap. C'est fou. Là-dessus, on était une vraie force de frappe, parce qu'avait compris le groupe Énergie assez vite, et on faisait 20% du chiffre d'affaires du groupe. Le prime. Un prime, quoi, tu vois, quand ça fonctionne. Donc,
Oui, non, on était à l'époque une vraie force de frappe. Ouais. Sur une émission de divertissement, c'est beau. Sur une émission de divertissement, ouais. Alors, vous parliez d'actu quand même, je suppose. Oui, mais un peu, mais c'était, comme je t'ai dit, très léger. Très on léger, était voilà. sur de la gaudriole. Hein. On était sur de la gaudriole. Il y a quand même des flashs, je suppose. Oui, on faisait des séries, des séries audio, des séries à la con, si tu veux, des parodies de Star Wars, tous les jeudis, avec le retour du jeudi, tu vois. Donc on faisait des trucs à la con comme ça, et on avait des personnages, on mettait tout ça en ondes et tout, c'était assez rigolo. Ouais, des feuilletons radio, voilà, je cherchais le mot. Ah oui, donc il y avait quand même pas mal de taf, effectivement, tous les jours. Il y avait beaucoup de taf, il fallait turbiner, ouais. Donc Bruno, t'es aussi passé derrière le micro, mais aussi derrière la caméra sur TF1, t'en as parlé tout à l'heure. Donc on t'a proposé, d'ailleurs à l'époque, parce que c'était une des questions, mais on t'a proposé du coup, spontanément. C'est pas toi qui as fait un appel du pied en disant hey, j'aimerais bien faire de la télé. Jamais. Si vous avez un plan, appelez-moi. Ouais. On est venu, on t'a proposé en fait, très clairement. Complètement. Donc t'as fait, et comme tu l'as dit, Allo Quiz. Je crois que j'étais tombé dessus. C'était en quelle année Allo Quiz? C'était au début des années 2000, je crois, 2002. Oui, c'est ça, un truc comme ça. 2003. Oui, c'est ça, ouais, vers 2000, quelque chose. Et oui, c'était le matin, hein, c'est ça? Oui, j'étais calé entre le téléshopping et la météo. Ouais. Et non, en plus, tu sais qu'en préparant l'émission, je tape Allo Quiz, je me dis, effectivement, je me rappelais, et je retombe sur l'image, je vois ce plateau, je dis, putain, mais oui, avec le numéro de téléphone qui était incrusté au sol et tout. Et surtout, je retombe, la seule vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est Les Enfants de la télé, avec ce malaise. Le fameux mec Patrick qui tombe. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me dis, j'ai cru que j'avais perdu un candidat et parce que c'était en direct. Ma carrière allait s'arrêter. Oui, c'était en direct. Bah oui, c'était en direct. Mais c'est pour ça qu'il m'avait appelé du reste. Hein. Ah oui, oui. Il s'est dit, tiens, on va prendre un mec de radio, le mec qui est sur Énergie, il connaît le truc. Ah oui. Il a un peu de bouteille, on va prendre un mec qui peut gérer des problèmes en direct, en fait. Ouais. Donc l'émission était en direct, ils ont pris un mec de radio. Mais t'avais plus la matinale à cette époque? Je n'avais plus la matinale, j'étais plus sur Énergie, c'était la fin l'arrêt du Festival Robles pour moi. J'avais pas encore repris de la radio, et je te dis, bah, c'est la télé qui est venue me chercher. Quoi. C'est cette période où je devais faire ma fameuse année sabbatique. Mais donc oui, quand on t'a dit, on va arrêter le Festival Robles, t'étais pas en mode baisser les bras en mode non, la seule tout ça pour ça, je suis dégoûté. Pas du tout. Comme tu l'as bien pris, tu l'as pris dans le positif. Moi, si tu veux, j'ai toujours démarré ce métier en me disant, demain, ça peut s'arrêter. À partir de là, tout ce que tu prends, c'est du bonus, tout ce qui se passe, c'est du bonus, et le reste, c'est pas grave. Là, en l'occurrence, non, j'étais juste un peu déçu parce que j'avais prévu en fait de faire les 10 ans. Oui. Et je voulais faire une décennie de conneries. Après un septennat de conneries par rapport aux élections, je voulais faire une décennie de conneries. Donc voilà, je me suis dit, c'est con, on aurait pu faire une décennie de conneries. Ça aurait été beau, oui. Voilà, c'était juste pour boucler la boucle. Après, le fait que ça s'arrête, moi, c'est toujours qu'il n'y a rien qui dure. Donc voilà, ça fait partie des aléas du métier. Non, pas de déception. Un peu chiant parce que j'avais l'impression de partir un peu, de sauter du train en marche parce qu'on faisait encore plus 20% d'audience sur le dernier sondage. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on continue encore à grimper, à cartonner. Je me suis dit, c'est dommage. Comme ça, c'est c'est pas toi qui as choisi. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que pour toi, au fond, ça reste le plus gros moment de ta carrière? Oui. Ouais. Vraiment, le Festival Robles, c'est. Bah, tu sais, quand tu pars de rien et que tu montes tu montes un chapiteau, un cirque comme ça, et que ça cartonne. Et que tu deviens visible auprès de la France entière. Voilà, moi, globalement, je me dis oui, c'était la période, évidemment, la période la plus importante. Oui. Donc un peu de télé, Allo Quiz, première compagnie. Quand j'ai lu ça, j'ai fait putain, c'est vrai qu'il y avait cette émission, télé-réalité, 12 célébrités. Enfin, c'est une sorte de Koh-Lanta, mais sur un camp militaire en Guyane. Ça devait quand même te changer du confort de la radio, hein, de faire ce genre de truc. C'est justement pour ça que j'ai trouvé cette expérience géniale. Première compagnie, c'est ma meilleure expérience de télé. Loin devant les plateaux, si tu vas à la Plaine Saint-Denis, sur des primes, tu peux te maquiller ou tu as quelqu'un qui vient t'amener parce que c'était vraiment en Guyane. Ah, mais c'est génial. Ah oui, en Guyane, avec tout le côté route, si tu veux, qu'à la Guyane, tu sens qu'ils n'ont pas toujours envie qu'il y ait trop de touristes. Tu vois. C'est ça. C'est très route comme endroit, c'est merveilleux, hein, c'est très très joli, mais c'est dur. Hein. Et donc, 3 mois là-bas, Oui, et moi, j'ai fait de la télé avec le fleuve qui montait jusqu'au mollet, avec des bestioles qui rampent et tout. Ouais, non, je l'ai fait, moi aussi. Belle expérience, quand même. Très belle expérience, et vraiment, je te dis, meilleur souvenir télé, Oui, ça, oui. Il y en a d'autres, mais celui-là. Parce que l'émission a duré après. Toi, t'as été le premier animateur? J'étais le premier à faire ça, et on devait normalement partir à Madagascar, et la deuxième saison ne s'est pas faite, malheureusement. C'est ça. Question de finance, parce que c'était la première émission de télé-réalité en direct depuis aussi loin. C'est-à-dire que c'était. Attends, les quotidiennes étaient en direct? Les quotidiennes étaient en direct, tout était en direct. Ah, c'est fou. Le prime, j'étais en duplex. C'est fou. Tout était et donc, c'était une première
c'était vraiment une première dans la télé-réalité, c'est que le flux, c'était du direct. Depuis aussi loin, on était en Guyane quand même, on n'était pas à côté. Ah, c'est dingue. Donc ça a dû coûter un peu d'oseille. Ouais. Ah oui, donc en fait, t'as quasiment que fait du direct. Ah, j'ai fait que du direct. T'es pas en mode j'enregistre des C'est émissions. une des raisons en aussi boîte. pour laquelle ils m'ont appelé en disant il sait faire du direct, on va appeler Robles, il sait faire du direct. Quoi. Bah oui, forcément. Voilà. Un homme de radio, il va savoir gérer. Et puis t'as refait un peu de télé aussi avec les Masters du Rire plus récemment. Sur Énergie 12. Voilà, c'est ça. Ça te manque un peu la télé ou pas du tout? Je sais pas, ça dépend. Je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je pourrais faire en télé aujourd'hui. Oui, c'est rigolo la télé. Ça me manque pas. Si on me propose demain, j'étudierai la question avec beaucoup de plaisir. Bien sûr, on boude pas la télé. Ouais. Mais voilà, ça me manque pas. Si ça vient pas, c'est pas. Ça va pas me changer ma vie. Ouais, bien sûr. Ou tu vas pas chercher forcément à aller revenir. Je vais pas chercher aujourd'hui à aller faire du washi-washa dans les bureaux des directeurs de chaîne. Comme je te dis, je me suis pas mal gâté. Maintenant, s'il y a un diffuseur qui pense que je peux amener ma pierre à l'édifice, si tu veux, et encore faire quelque chose à l'antenne, ça sera avec plaisir. Ouais. Oui, bien sûr. Si t'as une belle proposition qui arrive sur la table. Ça se refuse rarement quand même. Il y a surtout aussi ce truc de. Là, on parle de toute cette époque-là, vraiment où tu bossais non-stop, t'étais hyper médiatisé. Oui, en l'occurrence, après la radio, la télé, c'est une époque aussi où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non. C'est-à-dire que. T'avais les paparazzi, mais t'avais pas les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Mais comment tu communiquais à l'époque? Parce que donc ça veut dire que bon, alors la télé, autant la télé c'est de l'image et tout, mais la radio, elle communiquait comment? Tu vois, à l'époque, pour faire connaître l'émission. Donc c'est-à-dire que tu faisais 2 fois l'audience des matinales aujourd'hui. Ouais, tu fais des spots télé de 30 secondes, tu fais un peu de. Donc ça coûtait plus de thunes d'exister. Ouais, mais après la radio en gagnait plus aussi à l'époque parce qu'il y avait moins de médias. C'est vrai. Moins de médias, les parts de pub étaient plus importantes, les investissements étaient plus conséquents aussi. Donc l'un dans l'autre, non, mais tu fais des spots télé, t'es calé entre Coca-Cola et Renault, et tout d'un coup, t'as un spot du Festival Robles qui t'incite à venir m'écouter le lendemain. Quoi, tu vois. Oui, ça se fait un peu encore, ça. Sur un écran de pub sur TF1. Oui, c'est vrai. Oui, et puis il y avait ça essentiellement. Après, en termes de communication, t'avais les journaux aussi, t'avais les magazines. Ah oui, le support papier, oui, c'est vrai. Support papier, qu'est-ce que t'avais d'autre? Mais c'est vrai que, bon, un spot de 30 secondes à l'époque, si tu veux, sur TF1, t'avais pas besoin d'aller bien loin. Hein. Non, mais c'est sûr. Évidemment. Même l'audience de la télé était. Une exposition qui était incroyable. Quoi. Parce qu'on parlait de la radio, mais l'audience de la télé a changé aussi, bien évidemment, parce que le mode de consommation a changé. Mais du coup, si Bruno Robles, s'il avait 20 ans là aujourd'hui, qui démarrait dans le métier, ce serait quand même vachement différent. Carrément. Parce que je pense que je pense que j'aurais foncé sur YouTube direct. Ouais. Évidemment. Ou dans un format peut-être comme celui-là, podcast, mais filmé. un truc de déconne, j'aurais trouvé un. Ouais, je pense que j'aurais été un YouTuber, ouais. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Oui, avec un truc sur de la déconne, avec surtout des que t'as une liberté. Il y a la liberté incroyable. qu'on a. Enfin, pas nous, parce que comme je t'ai dit, on est quand même un cahier des charges, quoi. Il fallait quand même éviter de dire trop de conneries. Bah aujourd'hui aussi, toujours. Peut-être plus d'ailleurs aujourd'hui. Mais... Ouais, mais je pense que sur les réseaux sociaux, t'as un peu plus de liberté quand même, d'action, que sur un média comme une radio. Quoi. C'est moins contrôlé. Alors ils vont peut-être y mettre le nez dedans un peu plus. Ouais, profitez-en pour l'instant, les gars. Il y a quand même des fois des trucs qui sont un peu limites. Mais donc. Ouais, je pense que j'aurais fait ça, ouais, carrément. Mais donc toi qui aimes le direct, est-ce qu'il t'est arrivé un truc? Alors on a parlé de cette anecdote effectivement de Halo Quiz, mais est-ce qu'il t'est arrivé un moment, je sais pas, dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui, un truc que t'as pas contrôlé, un truc dangereux, je sais pas, un bug, un invité incontrôlable, un gros problème technique, un truc qui te revient comme ça, où vraiment tu t'es dit ok là je fais du direct, mais là c'est compliqué. Le direct, c'était première compagnie quand j'étais en plein prime en duplex et que j'étais en pleine intervention et que l'eau du fleuve monte un peu à la vitesse d'un cheval au galop, tu vois, comme dans le Mont-Saint-Michel, pareil. Et que donc il y avait le cadreur, j'étais cadré plan-là, et donc j'étais en train de parler tout ça, et je vois le fleuve monter, mais quand je te dis monter, mais comme ça. Très vite. Et donc je commence à voir les pompes dans l'eau, le haut du short dans l'eau. On s'est avoir de l'eau jusque-là, j'ai dit voilà, ça. Et je continue à parler, en fait, tu sais, tu voulais pas perdre la face. Tout va bien. T'es quand même... Et là, je vois le légionnaire Thierry Maillet, qui faisait partie de l'équipe, qui faisait Vive l'enfer aux 12 mecs qui étaient dans le camp, si tu veux. Il arrive derrière moi, il porte comme ça, je vois le cadreur, il était comme ça avec la cam, il avait de l'eau jusque-là. En direct. Ça, c'était le direct, ouais. Ah ouais. Ça, c'était une anecdote rigolote, mais on n'était pas très très fiers, parce que après, c'était un peu compliqué de
de sortir de tout ça, quoi. En plus, avec des câbles électriques, l'électricité, tout ça, je fais un dessin, c'était Oui, forcément. un peu moyen. Un peu touchy, ouais. Ouais, un peu touchy. On était Et pas rassurés. En radio, t'as fait des délocs un peu vous avez Non, bougé, ou c'était très studio Ouais, j'ai fait essentiellement du studio, j'ai fait peu de délocs. Pas des gros événements live en public, des émissions Si, j'en ai fait à l'époque d'RFM, pas mal à Disney, avec toutes les comédies musicales de l'époque, Mozart, l'Opéra Rock, et où on faisait une espèce de Barnum à l'époque. Mais sinon, non, pas tant que ça en fait. Puis je trouve que la matinale se prête pas trop, si tu veux, à faire, tu vois, le Barnum le matin. Enfin, moi, je trouve, après, chacun voit midi à sa porte, mais je pense que c'est plus une émission, tu vois, du soir, c'est plus pour le drive. Oui, là ça a plus de sens, je trouve. Oui, après. Mais après, j'ai fait des délocs, oui. Après, c'est bien aussi de faire des délocs dans tous les cas de figure, parce que c'est bien aussi de bouger, et il faut aller à la rencontre des gens aussi, quand même. Ouais, et puis quand t'as des artistes qui se produisent ça, c'est bien. Dans des endroits. C'est un peu l'exemple, si tu veux, sur les chansons, c'est un peu ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire faire une déloc le matin et le soir présenter un spectacle avec les chroniqueurs qui sont venus le matin, si tu veux, que tu retrouves le soir, tu vois, sur scène. Oui. Il y a une vraie cohérence, c'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée de ce qu'on essaie de faire. Il y a des artistes, justement, des personnalités que tu as reçues ou avec qui tu as travaillé, qui t'ont vraiment marqué pendant ta carrière, toi ? Pas mal. Des gens où tu as créé une connexion, où tu as gardé même contact, qui sont devenus des proches Alors, je dirais pas, ça serait prétentieux de dire que j'ai gardé les contacts avec Harrison Ford, et ce serait un peu de la branlette. Mais néanmoins, ce sont des rencontres qui m'ont marqué, avec des gens avec lesquels j'ai échangé. Avec, par exemple, un mec comme Joe Cocker, par exemple, qui n'est plus, mais avec qui vraiment j'ai sympathisé, avec des gens, le leader de Cock Robin aussi, à l'époque, Peter Kingsbury, Kim Wilde, qui c'est que j'ai vu Eurythmics, qui c'est que j'ai... Enfin, tout ça, ce sont des gens qui sont... Que des internationaux. Beaucoup. Après, j'ai fait... T'as fait Johnny Hallyday, non ? C'est le seul qui me manque à mon palmarès, parce que Johnny Hallyday était maquillé RTL, et que moi, j'étais à l'époque sur RFM, où j'avais créé cette émission, qui s'appelait Face à Face, où j'avais pris le studio d'Europe 1, où il y avait une cinquantaine de places assises, et je faisais une émission une fois par mois, où j'invitais un artiste, et c'était que de la... On faisait la promo de son album, mais sur un ton très léger, que de la déconne, comme d'habitude. Donc voilà, et ça m'a permis de rencontrer après des stars internationales. C'était cool. Ça, c'était encore c'était une autre page de mon histoire. Ça, c'était chouette, ça aussi. Bah oui, là, t'étais tout seul, du coup. Tout seul, voilà. J'ai une petite équipe réduite pour préparer un peu les fiches et les machins, et creuser un peu l'historique de la personne. Mais ouais, ça m'a permis de faire plein de trucs assez rigolos avec des stars de la chanson. Et du coup, comme tu as rencontré toutes ces personnalités-là aussi tout au long de ta carrière, il n'y en a pas avec qui tu t'es dit tiens, j'ai envie de... Il y a une passion commune, enfin, je veux dire, où tu as gardé, tu vois, contact vraiment, et c'est dans ce sens-là, tu sais, où je te disais marqué vraiment. Non, c'est quand même, tu fais la part des choses, boulot, oui, c'est boulot. Oui, et puis je pense qu'eux aussi, tu vois. On est là, on passe un moment ensemble, voilà, pour se marrer, et puis pour parler de l'actualité d'un tel. Mais non, je n'ai pas gardé j'ai plus gardé de contact, évidemment, avec les copains de la télé de l'époque, que ce soit avec Laurence, ou ça avec Denis Brognard, ou des gens comme ça, tu vois. Voilà, j'ai plus de contacts, enfin, que ça aujourd'hui, mais je veux dire, en tout cas, c'est avec ces personnes-là que j'avais le plus de contacts, on va dire. C'est toujours par caste, hein, tu restes avec les gens qui gravitent dans ton milieu, quoi. Ouais, bien sûr. Et en radio, est-ce que tu trouves qu'il y a une bienveillance aujourd'hui, justement, entre tous les confrères, vous sur le matin je trouve, ouais. Oui, moi je trouve que l'avantage de la radio, c'est que j'ai le sentiment, en tout cas, que on est un média à part pour ça, quoi. C'est assez confraternel. Je trouve que tous les animateurs... Vous connaissez tous. Ouais, on se connaît tous. Vraiment, depuis toutes ces années. On est encore là. Donc, depuis c'est ça qui est dingue. On se connaît tous. Mais oui, mais parce que justement, la nouvelle génération n'est pas là. Parce qu'elle est sur YouTube. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que, pourquoi, justement mais c'est pour ça. J'entends tellement dire « Ah, mais c'est toujours les mêmes et tout ». Pour moi, la dernière génération d'animateurs, c'est Camille Combal. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Camille fait partie, pour moi, de la dernière génération d'animateurs purs et durs, télé, radio, tu vois, avec des médias comme ça. Pour moi, c'est le dernier. Enfin, en tout cas, tu vois, oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a que Camille qui est sorti finalement de cette génération. Tu vois. Mais on a encore aujourd'hui, en 2026, c'est marrant parce que tu regardes, on a les personnalités qui étaient déjà au micro il y a 20 ans. Oui, mais bien sûr. C'est fou, hein. Mais si on est là, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant. C'est ça, c'est que vous êtes très très bon encore. C'est vrai, ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire alors, s'ils se barrent, on fait comment ? Enfin, tu vois, et que ça soit. Je parle de tous les copains qui font la matinale.
Ah, c'est vrai que c'est un métier. Qui aujourd'hui sait tenir un morning radio, c'est compliqué. Hein. Mais qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui te donne encore cette envie de te lever à 4h, 5h du matin? Parce que je sais que même si avant mon premier café, je fais la gueule ou je suis bougon, je suis un ours, même si on a tous des emmerdements, je dis, mais moi, c'est le moment où je sais que je vais me marrer. Retrouver ton équipe. Bah oui. Parce que je sais que Julien Schmid va me faire rire, parce que je sais que Karine Dubernet va raconter encore ses trucs, Marceau, il va me faire une limitation où il va me prendre à partie, où il va me chambrer. Enfin, tu vois, c'est toute cette légèreté-là, moi, qui me fait dire que, bah, évidemment, il faut que je vienne. Tu ferais pas une émission sérieuse, toi? Non, ça te ferait chier. Ouais, c'est ce que je vais dire. Je suis absolument pas crédible dans une émission ni politique ni littéraire, parce que je me ferais chier. Non, j'ai besoin de me... Ouais, moi, j'ai toujours... moi, je pense que... la phrase qui dit la vie est une fête, il faut que ça soit une fête, quoi. En ce moment, c'est dégueulasse. Donc, si tu veux, là, aujourd'hui, nous, on devrait être remboursé par la Sécu, hein, c'est ce que je dis toujours. Tu vois, on a une vraie mission de service public, nous, hein, pour le coup, hein, plus que France Télé, tu vois. Oui, non, une vraie mission de service public. On essaie de les faire rire, tant mieux. Au moins de les dérider un peu, quoi. Ouais. Et donc, tu es toujours à l'antenne dans le même groupe qu'à l'époque, dans le groupe Énergie. J'ai fait la boucle, mais il paraît que tu quittes jamais tellement le groupe Énergie. Oui. Tu reviens toujours à un moment donné. Il y en a plein. Je suis pas le seul, il y en a plein qui ont fait la boucle comme moi. Ouais. Oui, c'est rigolo. Pascal Gigot était à l'antenne avant toi, je crois, aussi sur Rire. Ouais. Donc, mais c'est marrant, il y a plein de gens qui sont partis d'Énergie, mais même à la direction. Tu as des programmes aussi qui reviennent. Écoute, c'est comme ça, cette maison te rappelle. Ça. Donc, maintenant, tu es sur Rire et Chanson. Ouais. Moi, je trouve ça génial parce que cette radio, elle a vraiment son style unique, des sketchs, de la musique. Enfin, c'est quand même... quand tu te dis... la personne qui a monté la radio à l'époque, je ne la connais pas, mais en tout cas, s'est dit, on va faire ça et ça va être bien. C'est quand même fou, tu vois, de te dire, on va monter une radio, on va diffuser des sketchs d'humoristes, etc. Alors que la radio, normalement, c'est des infos et de la musique. Ouais, mais je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est le PDG du groupe Énergie qui avait décidé de monter cette radio à une époque. Comme quoi. Voilà, Jean-Paul Vautreau qui s'est dit, qui est apparemment un bon déconneur, et qui avait décidé de faire une radio de déconne, quoi. Tout simplement. C'est génial. Comment je vais articuler le truc, et je pense que Rire et Chanson est né peut-être d'une plaisanterie au départ, et c'est devenu un truc qui s'installait dans le temps, véritablement, mais c'était pour faire plaisir presque à la base au PDG. Ouais, c'est marrant, oui. Et donc, qui voulait se faire un kiff. Ouais, qui voulait se faire un kiff, je pense. Et donc, voilà, c'est une radio qui a pris son essor et son envol au fur et à mesure, et qui est devenue une radio incontournable. Finalement, l'avantage de Rire et Chanson, c'est que c'est une radio aujourd'hui qui est clairement identifiée dans le paysage audiovisuel. C'est ça qui est bien aussi. Et je pense que les radios dont je te disais tout à l'heure qui doivent se réinventer, je pense qu'aujourd'hui, ce sont ces radios-là qui sont les radios de demain. Parce qu'elles sont clairement identifiées, parce que les gens vont venir chercher un produit, chercher quelque chose, un divertissement, tu vois, c'est ça surtout. Et je pense que Rire et Chanson fait partie de ces radios-là, tout comme Nostalgie, où tu sais ce que tu viens écouter. Tu vois. Exactement. C'est l'avantage des radios qui sont clairement identifiées, et c'est pour ça que Rire et Chanson est une radio importante dans le groupe. Et puis, en plus, on est dans une ère où le stand-up cartonne, les gens adorent aller voir des humoristes. Vous donnez la parole aussi, déjà dans ton équipe, à des humoristes, comme tu le disais, que tu peux aller voir sur scène le soir, etc. Donc, il y a aussi ce truc de, t'es quand même connecté avec ce qui se passe aujourd'hui et avec la génération de 2026, quoi. Clairement, c'est ce qu'on essaye de faire, oui. On n'est pas la radio de Fernandel et de Fernand Reynaud ou de Coluche. Enfin, c'était avant, on renie pas ce passé-là, mais aujourd'hui, on est, comme tu dis, à l'ère du stand-up, et c'est clairement vers ça qu'on s'est orienté depuis plusieurs années maintenant. Enfin, Rire et Chanson est la radio des découvreurs de jeunes talents, de stand-uppers, et des gens qu'on suit comme ça sur les différentes scènes. Ouais. Et donc, tu continues ta mission de faire rire le matin avec ton équipe. Parce que tu parlais tout à l'heure, ton équipe... moi, j'écoute un peu, et donc encore ce matin, j'écoutais quand ils imitaient Marine Le Pen, etc. C'est des choses que tu en amont, les sketchs, ils sont écrits, tu as les textes ou tu les découvres? Pour être spontané, je me demandais. Okay. J'ai le texte, effectivement, mais je surligne, pour te donner les secrets de fabrication, je surligne, moi, mes relances, mais je ne lis pas, volontairement, je ne lis pas le texte. Okay. Pour garder la fraîcheur, justement, et être cueilli par la vanne ou par le moment. Oui, surtout. Pour garder la fraîcheur, sinon... je suis pas assez bon comédien pour jouer un faux rire. Mais donc, t'es passé d'une émission quand même à l'époque où toi, tu maîtrisais tout à 100%, où t'écrivais tout, comme tu le disais, à une émission aujourd'hui où justement, t'as ouvert les vannes. Je suis un peu, je suis un peu le Philippe Gildas de la chanson. Je passe un peu les plats, quoi. Enfin, avec beaucoup moins de talent que Philippe, mais voilà, je passe les plats. Aux chroniqueurs, aux artistes, au machin. Même si j'écris toujours un peu de la vanne avec les Robles News et avec Aurélie, on est
de la vanne et tout sur les Robles News. Pour garder ce côté un peu écriture, parce que moi j'aime bien me retrouver derrière mon ordi puis me faire rire tout seul, parce que je vais écrire une vanne qui va peut-être faire rire que moi. Ouais. Mais voilà, j'aime bien ça. Je peux pas m'empêcher d'écrire quoi, de la vanne ou une connerie. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe au total, même ceux qui sont pas à l'antenne? Je sais pas, je crois qu'il y a 11, 3, 7, 8. On fait signe dans l'oreillette. Dans l'oreillette. 8. Et 12 chroniqueurs, on me fait signe dans l'oreillette. Ah oui, donc il y a du d'accord. monde. Hein. Donc, quand tu dis les chroniqueurs, c'est les gens qui ne sont pas... C'est la team du rire, en fait, c'est la jeune génération de l'humour qui vient tous les matins à 7h10. Et alors, donc, il y a un turnover, 11 à peu près chroniqueurs, humoristes, qui viennent nous faire un papier sur l'actu. Ok. Ouais. Donc, c'est bien, voilà, c'est pareil aussi, on ouvre le champ des possibles à des jeunes, quoi. Aucune émission ne se ressemble, en fait. Non, cool. on essaye de faire en sorte que l'émission... De toute façon, l'émission ne se ressemble pas d'un jour sur l'autre pour la simple bonne raison, c'est que l'actu change tous les jours et que forcément, on écrit tous les jours. Donc, de toute façon, on n'aura pas les mêmes vannes tous les jours, c'est impossible. La seule régularité qu'on a, c'est une horloge qu'on appelle l'horloge, c'est-à-dire les rendez-vous. Les pubs, les rendez-vous, les machins, parce que je pense que c'est important et les gens ont besoin d'avoir des rendez-vous le matin. Mais tout le contenu change tous les jours. On est sur du frais tous les jours. Oui, messieurs, dames. Sur l'étalage, il y a du frais tous les jours. Regardez mon poisson, il a l'œil vif. Voilà, tu vois, tu sais vendre, c'est bon. Donc, rendez-vous le matin si vous voulez écouter 6h, sur Rire et Chanson avec Bruno et toute son équipe, bien évidemment. Est-ce que tu penses, Bruno, qu'on peut avoir encore une carrière aussi longue dans les médias aujourd'hui que, par exemple, la tienne, puisque ça fait 40 ans, je crois, maintenant, si on compte... Putain, Ruquier qui est encore là. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui arrive, tu parlais de Camille par exemple, mais quelqu'un qui va arriver aujourd'hui, parce que ça va vite quand même, tu vois, aujourd'hui. Mais une fois de plus, je suis pas sûr que les jeunes vont aller s'orienter vers la télé. Ah ouais? Ouais, je suis pas sûr. Ni la radio? Je sais pas. Mais donc ça veut dire qu'à un moment, il va bien falloir que ça... Quand vous serez à la retraite... Il se passera... Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, mon bon monsieur? Mais ça, je ne le sais pas. Qui? C'est vos enfants qui vont prendre la suite? C'est qui? Je ne sais pas. Voilà, non, je pense qu'il y aura sans doute deux, trois fous furieux qui vont peut-être reprendre un peu le flambeau. Tu sais, puis c'est cyclique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, peut-être que ça intéresse pas cette génération. Peut-être que la génération d'après va se dire putain, la radio, c'est génial. Et va redécouvrir comme des gamins qui découvrent aujourd'hui des vinyles et tu vois, des platines disques, tu vois, en se disant putain, c'était génial, ou des albums rock il y a 40 ans. Tu vois. Donc, je pense que c'est cyclique. Peut-être que là, aujourd'hui, c'est pas la tendance, clairement. Mais une fois, peut-être qu'ils auront fait le tour des réseaux sociaux. J'en sais rien, j'ai une connerie, mais je suis pas devin. Mais peut-être qu'il y aura un retour et peut-être que tout d'un coup, une génération qui va s'intéresser aux médias un peu anciens, un peu vintage, quoi, pour cette génération-là. Bah oui, forcément, on sera forcément. Bah oui, tu vois. Ouais. Donc peut-être, je sais pas, mais oui, de toute façon, la radio ne s'arrêtera pas, donc il y aura forcément quelqu'un qui va reprendre le flambeau à un moment donné. De toute façon, on le voit. Donc moi, j'ai fait une école de radio, je crois que la même qu'Aurélie, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Mais donc justement, à l'époque, je crois qu'on était plus d'une centaine par classe. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a, comme tu le dis très justement, il y a plus de jeunes qui ont envie de faire de la radio. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on avait une école à l'époque qui était blindée. On était très nombreux dans les classes, on était, je sais pas, 20, 30 peut-être. Et qu'aujourd'hui, limite, il n'y a plus ces écoles de radio qui existent. Et tu te dis, mais qui va prendre la suite? Je te dis, j'en reviens à te dire qu'on est encore là, nous. Donc ils sont tous sur Internet, les jeunes, comme tu disais, sur TikTok. Ouais, mais c'est sûr. Sur Insta. C'est sûr. Et c'est sûr. Et voilà, mais c'est sûr pour la simple bonne raison, c'est que ils ont pas de contraintes, en fait. Quand tu prends un YouTuber, tu peux lui faire de la FM, la radio aujourd'hui, faire de la radio en règle générale. Il a des contraintes, il y a des contraintes de pub, des contraintes d'horaire, des contraintes de disque, des contraintes de ceci. C'est vrai. Un YouTuber, le mec qui crée sa chaîne aujourd'hui, enfin, je veux dire, il fait ce qu'il veut quand il veut, à n'importe quel moment, il fait le contenu qu'il veut. C'est assez imbattable. D'autant plus que maintenant, c'est rémunérateur. Enfin, depuis longtemps, c'est rémunérateur. Qu'est-ce qui va pousser aujourd'hui quelqu'un qui va commencer à cartonner sur YouTube à aller faire de la radio? Qui va très bien gagner sa vie. Et qui va certainement mieux gagner sa vie tout seul, peut-être qu'en allant sur un... Donc, tu vois, il y a aussi un aspect économique. Il y a un aspect liberté et un aspect économique. Bon, donc c'est pour ça que je me dis, pour l'instant, c'est pas... Voilà. La radio n'est pas assez séduisante, je pense, pour la nouvelle génération. Et... est-ce que on parle de ça, de cette nouvelle génération qui n'est peut-être pas forcément intéressée par le média radio ou même télé d'ailleurs. Est-ce que toi, à un moment, est-ce que pour toi, ce métier, c'est aussi des sacrifices de ta vie? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû sacrifier parce que, en fait, ton boulot passe avant tout? Oui, bien sûr. Ça a été une vie de couple qui a volé en éclats avec 2 gosses et tout. Et c'est normal, oui. C'est normal.
oui, c'est normal quand tu es dans cette vie-là d'artiste, entre guillemets, où tu sais pertinemment que de toute façon, des occasions et des opportunités comme ça vont pas se reproduire demain. Donc oui, j'ai beaucoup bossé, j'ai pas vu mes enfants grandir, et ainsi de suite. Et ça, voilà, et tu t'en vois péter une vie de couple, forcément. Forcément. Parce que tu peux pas être sur tous les fronts, tu peux pas être un père de famille exemplaire et en même temps un trublion le matin à bosser 15 heures par jour. Il y a un moment donné, forcément, il y a de la ficelle qui casse, quoi. C'est une vie d'artiste, en fait. C'est une vie d'artiste. Je ne connais pas beaucoup d'artistes qui ont eu des vies perso épanouies. Bah oui, parce que c'est un métier qui est très, très prenant. C'est un métier qui est très prenant. C'est un métier qui est très prenant. Donc, de toute façon, et comme dit Franck Dubosc, c'est pour toi public, quoi. Tu vois, oui, c'est vrai. C'est ça, c'est pour toi public. Bah, tu te maries avec ton public, quoi. Mais c'est le truc qui ressort beaucoup, j'ai l'impression. Moi, quand j'étais sur Fun, je faisais beaucoup de DJ. Et je me rappelle de Bob Sinclair qui m'a dit justement, un de mes plus grands regrets, c'était de ne pas avoir vu mes enfants grandir, parce qu'eux, en plus, ils sont tournés partout dans le monde, etc. Et de te dire qu'à un moment, il y a un truc qui a été bouffé, quoi. Tu t'es dit, mais attends, mais t'as 15 ans aujourd'hui ? Ah ouais, quand même, c'est... Donc, il y a ce côté, je trouve, moi je l'ai pas vécu, il y a que toi qui peux le dire, mais ce côté très prenant du métier, et ce côté de, ah putain, mais j'ai quand même un truc à côté, quoi. Tu peux pas tout bien faire. Bah ouais. Forcément au détriment de quelque chose. Après, moi, c'est un métier quand même assez marginal. Un métier de chanteur, un métier de comédien, un métier d'artiste, peintre, de ce que tu veux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'es happé par ta passion, par ton boulot. Et forcément, tu laisses un peu des gens sur la route, quoi. Et je peux comprendre Bob Sinclair qui dit ça, ouais. Maintenant, ce qui est bien, je le vois sur les réseaux, il est très prolixe sur les réseaux, Bob. Et il est beaucoup avec... Exactement. Voilà. Il rattrape le temps perdu, comme moi je le fais aujourd'hui un peu avec mes enfants. Ouais. Bah ouais, c'est hyper important. Ils sont grands maintenant, voilà, ils peuvent comprendre. Et ils ont compris, en fait. Ils m'en veulent pas, ils ont compris. Et ils sont fiers quand même du chemin parcouru, quoi, quand même. Ils sont contents pour moi d'avoir réalisé mes envies. Mais ils feront pas de radio. Non. J'ai un fils qui est un peu DJ. Ah d'accord, quand même. Ouais. Yann, qui se démerde très bien. Ah, parce qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai que toi tu mixais. Je sais pas si je alors, parle au passé. J'étais aussi on n'a pas parlé de cette vie-là, mais tu as mixé aussi, Bruno. Oui, j'ai fait tellement de trucs. Oui, j'ai mixé aussi en boîte. Tu parles au passé. Je parle au passé. Oui, c'était à l'époque. Non, je. Est-ce que tu dis ton fils? Est-ce que tu as remixé un peu avec ton fils? Non, là, voilà, la dernière fois que j'ai touché les platines, ça fait un moment. Oh, ça c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein. Enfin, non, on est d'accord. C'est vrai. Non, j'ai mixé, oui, j'ai eu ma période aussi DJ, ouais. C'est fou ça comme. Ouais. À l'époque donc de Énergie. Hein. À l'époque d'Énergie, où j'étais dans les boîtes de nuit, je faisais des tournées dans les boîtes. Maintenant c'est Gims, avant c'était Robles. Samedi, ouais, c'était un peu ça. Vendredi, samedi, tous les week-ends, j'étais. Alors je faisais la matinale la semaine et le vendredi soir, j'étais à Avignon, j'étais à Brest, j'étais à machin. Et tu touchais à 6 du matin. J'étais aux États-Unis. Je faisais le vendredi soir, je faisais une boîte, et le samedi soir aussi, je faisais une autre boîte, mais dans un autre endroit, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc ouais, DJ, DJ. Et j'ai mixé à Genève, j'ai mixé au Luxembourg, j'ai mixé un peu partout, c'était assez rigolo, ouais. J'avais fait même ce que j'avais fait un truc assez incroyable. C'était, pour te rappeler un peu de l'époque, c'était le film Seven avec Brad Pitt. Ouais. Il parle ce film. Oui, bien sûr. Le lancement mondial du film Seven, première diff, dans une grande salle à Genève, je me rappellerai toujours. Grande salle à Genève, il y avait je sais pas combien de personnes. Et avant la projection, alors il y avait la projection du film, donc un écran géant. C'est un peu comme si on allait à la foire expo de la Porte de Versailles, tu vois. Ouais, ils avaient pris en garde, donc je sais pas, il y a 2500 personnes dans le truc. Ils avaient fait un grand écran, ils avaient diffusé le film. Et après, soirée dansante. Et c'est toi qui mixais. C'est moi qui mixais. Et ils m'avaient foutu sur un truc, une espèce de grue. Quand j'y repense, je suis complètement barré. J'étais sur une grue, donc la cabine DJ était sur une grue. Oui. Donc t'as un mec qui pilotait en bas. Et je me baladais au-dessus de la foule. Tu bougeais, c'était mobile. Oui, et je me baladais au-dessus de la foule avec des fumigènes. Où est la vidéo? Ah, c'était n'importe quoi. Mais je regrette de toutes ces images-là, tous ces tu les moments-là. Je les ai en tête, mais bon. J'ai pas d'image. Il y a des gens qui vont me prendre pour un fou. Ils vont me dire, attends, il n'y avait pas des gens qui filmaient? Non. On n'était pas encore. Ah, il n'y avait pas les téléphones. On n'était pas encore dans l'ère démocratisée du portable. Il n'y avait pas les stories. C'est ça le problème. Tu imagines bien que sinon, tu aurais fait 36-15 YouTube, tu m'aurais trouvé. Hein. 36-15 YouTube.
Et voilà, donc oui, Bruno a été DJ. Donc maintenant, c'est ton fils qui. J'étais assez fier. Écoute, je passais entre Bob Sinclair à l'époque et David Guetta. Non, mais c'est génial. Sur l'affiche, ça a de la gueule ou pas? T'es presque arrivé à Tomorrowland en Belgique. Presque. Presque. Pu aller à Coachella. Et tu mixais pas le son du Festival Robles? Non, alors tout dépend. Il y avait des clubs et tout machin. Tu vois, des fois, je faisais pas trop. Version remix. Ouais, tout dépend la clientèle et le club, mais parfois oui, j'avais sorti les Maxi 45 tours de Caravane et tout un tas de trucs. Et oui, c'était les vinyles à l'époque, bien sûr. Et oui, bien sûr. Il n'y a pas la clé USB. Et non, monsieur. On mixait à l'ancienne. Voilà. Donc tu venais charger avec avec 3 tonnes de disques. Je n'ai pas connu ça, on m'en a beaucoup parlé. Quel enfer. Mais ça avait l'air bien chiant. Ah, quel enfer. Les mecs avaient des flycases avec des. Tu poussais, t'avais des rodisses pour pousser les flycases de 10 presque. Ah ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est une sacrée époque. Maintenant, on peut se dire qu'on a de la chance que tout est dans une mini clé USB. Ça, c'est clair. C'est très, très pratique. Alors, Bruno, je termine toujours le podcast par la même question avec tous mes invités. Elle n'est pas simple, cette question, mais je la pose spontanément, je ne l'envoie pas avant. C'est compliqué comme question. Oui. Merde. Quel est le moment le plus fantastique de toute ta carrière? S'il y a un moment vraiment spontanément qui te vient où tu te dis, ça c'est quelque chose qui m'a marqué à vie, professionnellement, personnellement, où vraiment qui... Il y en a plein, je sélectionne dans tout ça. Comme je t'ai dit, je me suis gâté tellement de fois que... Celui qui revient spontanément. Je sais pas, là j'ai égrené depuis 1 heure avec toi les trucs, je sais plus moi. C'est vrai qu'on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de plein de trucs. Le moment le plus... C'est compliqué. Alors, je vais te répondre un truc déjà très... C'est pas de vie professionnelle, mais c'est de vie perso. Ça marche aussi? Mes enfants, oui, évidemment. C'est un beau moment? Oui, c'est un moment incroyable. Paternité, c'est un truc. Donc oui, ça y est, je suis papa. C'est le moment paternité, je crois. Moi, j'ai 3 enfants et à chaque fois, tu prends... Waouh! Une charge émotionnelle, d'un coup, quoi, tu vois. C'est ce qu'on dit, c'est le plus beau cadeau de la vie, il paraît. Après, c'est les emmerdes derrière. Oui, forcément, mais sur le moment... Non, mais ça va, moi, les miens sont cool. Les miens sont cool. Mais alors, perso, évidemment, j'ai envie de te dire... Ça, c'est la naissance de tes enfants. C'est un truc... ça fait un peu ouin-ouin, ce que je te dis, mais c'est vrai que les gens qui ont... qui connaissent ce moment-là, savent de quoi je parle. Plus, c'est une fierté plus qu'une émission radio, ça on est d'accord. C'est sûr que là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut parler pro, mais... Après, un autre moment fantastique dans ma vie, c'est la première fois où j'ai volé seul dans un avion que je pilotais, par exemple. Tu vois. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça, c'est mon premier lâcher en solo dans un avion, dans un DR400. Ça, c'est un moment que les pilotes, savent à quelle occasion? De quoi je parle. Parce qu'en fait, je prenais des cours de pilotage à Logne, juste à côté de Disney. T'avais le temps? Alors, j'avais le temps, j'avais le temps en plus. Tu m'étonnes, j'étais cliqué. Et j'avais le temps, je prenais ça. Et tu faisais encore des trucs, tu t'ajoutais. Non, mais attends, c'est-à-dire que j'étais tellement barré que je me dis, putain, pour me déplacer plus vite, il faut que j'apprenne à piloter un avion. Donc, tu vois, j'étais barré quand même. Sans drogue, j'entends. Bien sûr. On est bien d'accord. Et donc, je prenais des cours d'avion. Donc, j'allais à Logne 2 fois par semaine. Je me faisais chier pour aller à Logne, sur l'autoroute A4. Oui, parce que tu devais habiter à l'opposé, je suppose. Et donc, et un jour, mon moniteur m'a dit, premier lâcher, aujourd'hui, tu vas faire le plein de l'appareil. Tout seul. Et tu te démerdes. Comme un grand. Ça, pour un mec qui fait de l'avion... T'as flippé? Oh putain, ça, je veux te dire que ça... Alors ça, c'est un moment fantastique. Ah ouais. Mais bon, voilà. Après, en radio, je te dis, je peux pas focaliser sur un moment. Il y a eu tellement de moments. On parlait du Festival Robles qui a été pour toi le festival. Ça on va dire le climax. Un moment fantastique et incroyable, c'était de se retrouver 2e du top 50. C'était fantastique. Ma rencontre avec Indiana Jones, c'était incroyable. Où on s'est fait un hug comme si on se connaissait depuis 30 ans parce qu'on avait... Harrison Ford, on avait parlé on devait parler 10 minutes. Ça le faisait chier. Je l'ai déridé et je suis devenu son meilleur pote en l'espace de 20 minutes. Il voulait plus me lâcher. Il me dit, machin... Enfin, tu vois, donc ça c'est les moments magiques. Les 20 ans, si tu veux, le prime que j'ai fait pour TF1 sur les 20 ans de l'anniversaire de la disparition de Coluche, avec une grosse responsabilité, où j'avais tout d'un coup, je me suis retrouvé avec une flopée de mecs que j'avais jamais vu de ma vie, faire partager 90 minutes d'émission avec moi, si tu veux, où je me suis senti un peu une olive, 1 litre d'huile, tu vois, je me suis senti pas tellement à ma place finalement. Ces mecs-là, c'était tellement des vieux briscards, si tu veux, tu vois. Mais c'est des rencontres incroyables. Je te dis, la vie m'a gâté, mais j'ai fait en sorte que la vie me gâte aussi. Et donc
voilà, il y a tous ces moments-là, en fait. C'est un métier de chance aussi. Je trouve que c'est. Ouais, non, mais je veux dire, c'est une chance de pouvoir faire ce métier. C'est ça que je veux te dire aussi. Oui. Après, on a de la chance de faire ce métier. Oui, mais après, il faut se donner la chance aussi. Voilà, il faut se donner aussi les moyens de réussir. Mais c'est aussi du boulot, c'est de l'opportunité. C'est pas compter non plus trop. Parfois, 16 heures, c'est un choix de vie. Ouais. Dans 10 ans, tu seras encore au micro ? Bon, j'en sais rien. Je pense pas. Ah bon, ça y est, t'as prévu d'arrêter ? Je pense pas. Écoute, moi, dans 3 ans, je suis à la retraite. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc tu vas. Non, et c'est quoi la retraite de Bruno Robles ? Ça va être quoi ? Au bord de la mer, à la montagne ? Oui, alors déjà au bord de la mer. Ah, j'ai visé juste bord de la mer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai dit bord de la mer spontanément. Moi, je suis pas un Parisien du tout. Paris, c'est le boulot. Ouais, Paris, c'est le boulot. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas parisien dans l'âme. Après, je respecte ceux qui adorent Paris. Moi, c'est pas mon truc. Moi, il me faut au vert, quoi. Il faut de l'horizon avec de l'eau. Enfin, au vert et au bleu, du coup. Ouais, au vert aussi, avec des glaçons. Hein. Oui. Tu vois. Mais voilà, non, mais de l'horizon, de l'eau. Ouais. De l'air pur. Ouais. Oui, surtout. Ouais, poser mon cul sur le sable, moi, je peux rester des heures comme ça ou sur un rocher. Ouais. Oui, mais je te vois pas ne plus rien faire. Non, mais je fais des spectacles. Non, mais à côté de ça, je fais un peu des spectacles, tu vois, dans le sud. Je produis des spectacles, des one-man, des machins. À gauche, donc je bricole un peu, tu vois, je laisse le neurone éveillé quand même, tu vois. Je sais que je ne ferai pas rien. Forcément, je vais aussi, moi, me réinventer, entre guillemets. Tu vois, je vais me dire, qu'est-ce que tu peux faire et comment tu vois la suite. Bon, je vois plus la suite comme ça. Après, on verra ce que dit la radio. Et, voilà, je ne sais pas du tout encore, honnêtement. Mais tu ne te dis pas, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai gagné tout ce que j'avais à gagner, maintenant, advienne que pourra, je profite et... Alors oui, profiter, ça c'est le maître mot pour les 20 prochaines années. Oui. Ça c'est clair. C'est-à-dire que là, si tu veux, tu te dis la fenêtre de tir, elle commence à se réduire. Donc oui, il faut à un moment donné se dire. Tu dois pas faire comme Philippe Bouvard jusqu'à tes, je sais pas quel âge, être à l'antenne et tirer. Non, après voilà, je respecte. Hein. Moi, c'est pas du tout ma philosophie. Je me vois pas rester encore 10 ans à l'antenne. Enfin, peut-être pas 10 ans, mais encore peut-être quelques années, si tu veux, passer le cap de la retraite, entre guillemets, passer ce cap-là, je me dis, peut-être que j'aurai encore, tu vois, envie, peut-être que la radio aura aussi envie. Enfin, tu vois, c'est aussi une question d'envie, tout ça. Mais je pense que je la ferai différemment, avec, tu vois, un peu plus de liberté, entre guillemets, plus de confort, de pouvoir, tu vois, faire peut-être la radio un peu à distance parfois, de pouvoir, en fait, d'avoir cette liberté de mouvement. Qui peut être pesant parfois, tu vois, avec ces contraintes de radio. Tu sais, on est très à l'heure, à l'horloge, sûr, tu vois, à la seconde, au machin. Donc, il y a une espèce de contrainte psychologique, tu vois, qui se met en route. Et quand on a fait pendant 40 ans, tu te dis, j'ai envie de ce truc-là, j'ai envie un peu de le mettre de côté, d'avoir un peu plus de liberté. Voilà, c'est tout. Mais sinon, oui, à la radio, à partir du moment où ça me plaît, où les gens se marrent avec toi. Les gens se marrent avec moi, pourquoi pas, ouais, bien sûr. On verra à ce moment-là. Eh bien, vous pouvez suivre Bruno Robles sur Instagram pour suivre son actualité. Exactement. Il est très actif. Ouais. Mais je suis allé voir quand même, je me suis dit, il y a plus d'activités sur le compte de votre émission que sur ton compte. Parce que tu repostes finalement. Je reposte beaucoup. Tu fais pas des vidéos en mode salut tout le monde. C'est très rare, ouais. Je suis pas très bon, là-dessus. Mais je laisse faire justement la jeune génération, Ophélie qui est notre community manager, qui s'occupe de ça. Qui gère tout ça, qui est pile dans l'âge et qui connaît tous ces outils-là et qui les manie bien mieux que moi. Donc, c'est bien. Et moi, je pars du principe que quand je ne sais pas trop maîtriser, je préfère laisser les gens qui savent faire quoi. Donc... Bon, en tout cas, ça m'assure, je t'ai pas pris de temps de sieste cet après-midi parce que tu ne fais pas de sieste. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup en tout cas, Bruno. C'était très cool. Merci à toi pour ton invitation. D'avoir échangé ensemble pendant presque 1h20. Donc, ah oui, je parle beaucoup. Oui, tu sais très bien te vendre, Bruno, tu vois. Non, c'était vraiment très cool. Merci Bruno. Et puis, on te retrouve tous les matins, bien évidemment, sur Rire et Chanson. Bien sûr, 6h, 10h. Voilà, j'allais donner la fréquence, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt maintenant. Sur l'iPhone, vous pouvez nous écouter, appli Rire et Chanson, tout ça. Parmi les 160 radios digitales, vous pouvez écouter la main radio. Merci Bruno et à très bientôt. Merci. En tout cas, c'était fantastique et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.